Aujourd'hui, Hospitality Insiders fête son 150e épisode et pour l'occasion, on inverse les rôles. Celui que vous avez l'habitude d'entendre poser les bonnes questions, rebondir avec finesse et faire résonner les parcours les plus inspirants de l'hospitalité devient, le temps d'un épisode, l'invité de son propre podcast. Vous avez déjà abandonné une réservation parce que c'était trop long ou trop compliqué? Vos clients aussi. Avec le nouveau Booking Engine de The Edge, l'expérience devient fluide en 3 clics, sans jamais quitter le site web de votre hôtel. L'interface s'intègre parfaitement à l'univers de votre marque. Vos clients fidélisés sont reconnus automatiquement et accèdent à vos offres exclusives. Du clic au paiement, tout est pensé pour maximiser la conversion. Vous avez bien 15 minutes à y consacrer? Alors prenez rendez-vous avec les équipes de The Edge grâce au lien en description et dites-leur que vous venez de ma part. C'est le moment de booster vos ventes directes avec The Edge. Derrière ce micro depuis 3 ans, il a tendu l'oreille à 149 professionnels de l'hôtellerie-restauration, avec une curiosité sincère et une voix bien connue de tous les insiders du secteur. Maxime Blau, c'est 18 ans dans des palaces et hôtels 5 étoiles, une obsession pour le service client et un amour profond pour ce métier où l'humain est au cœur de tout. Consultant, coach, formateur et même meilleur ouvrier de France en 2023, il accompagne aujourd'hui les experts du secteur à atteindre la meilleure version possible de leur service au quotidien. Et, parce que la transmission fait aussi partie de son ADN, il a créé ce podcast, un espace d'échange et de transmission rare où chaque invité trouve sa place et surtout sa voix. Pour cette 150e, il ne pouvait pas y échapper. Maxime Blau, bienvenue dans ton podcast. Merci beaucoup Mathilde de m'accueillir sur mon podcast. Je suis très content d'être ici avec toi. Et je suis trop contente de m'incruster sur ton podcast. Je n'avais qu'une hâte, c'était te bombarder de questions. Donc on y est. Comment est-ce que tu te sens? Écoute, je me sens bien, je suis un peu stressé. Je crois que je suis plutôt plus à l'aise quand c'est moi qui pose des questions et que j'ai le fil conducteur. Je précise que je ne sais pas ce qui va arriver. Je t'ai laissé la main à toi et Gaël, mon podcast manager, pour que vous organisiez ce que vous voulez. Donc depuis tout à l'heure, tu me tournes autour en me faisant miroiter plein de choses. Donc j'ai à la fois hâte et je suis un petit peu anxieux. C'est un saut dans le vide, mais c'est très bien. En plus, on est au meilleur endroit pour le faire, pour que tu puisses te détendre un petit peu. Tu peux nous raconter un petit peu où on est? Parce Bien qu'on est sûr. quand même dans un endroit sympa. On est au Play, le Play Hotel, qui est un hôtel 4 étoiles, donc qui est près de l'Arc de Triomphe, qui est un très bel hôtel de 100 chambres, qui a la particularité, alors déjà de tenir son nom, de l'espace Playel, pardon, et en plus, donc d'être situé dans un lieu de radio. En termes de caractéristiques techniques, puisque mes insiders adorent ça, on a une centaine de chambres, 4 étoiles, mais ça va jusqu'à de la suite et du penthouse, donc il y a des beaux produits. Belle restauration italienne aussi. Pas de spa, mais un fitness et surtout un studio, ce qui est quand même très rare à Paris, où on peut enregistrer. Donc, un merci spécial à, Henri François qui est le directeur avec qui j'échange depuis quelque temps, qui m'a proposé qu'on puisse, voilà, découvrir cet endroit. Franchement, je suis agréablement surpris puisque en plus, évidemment, j'ai pu le visiter. Donc voilà, merci à eux et puis, allons-y pour, Eh ben plonger. génial, c'est parti. Tu vas plonger dans le vide, Maxime. J'aimerais qu'avant qu'on rentre dans les coulisses du podcast, tout ce que les insiders veulent savoir, tout, j'ai 1000 questions pour toi, mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le temps et j'aimerais qu'on rembobine. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'hôtellerie au début et qu'on se retrouve à animer ce podcast. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours Waouh! jusqu'à la création du podcast, s'il te plaît? Écoute, pour le coup, tu as raison, c'est vraiment un dézoom. Moi, quand j'étais cet enfant d'école hôtelière, j'ai 15 ans, donc tu vois, on est, début des années, 2000 et en fait, à aucun moment, on a accès à des professionnels autres que ceux qui viennent directement dans l'école. La plupart sont des profs, parfois il y a des interventions de professionnels. LinkedIn n'existe même pas en France à cette époque. Quand il va exister, c'est une CVTech les premières années et quand ça deviendra ce que c'est aujourd'hui, je suis déjà dans le monde professionnel depuis bien longtemps et donc en 2020, quand la Covid frappe, moi, je commence à consommer énormément de contenu avec une boulimie folle, notamment du podcast. J'adore le podcast plus que la vidéo parce que ça me permet de faire autre chose. Je peux faire mes entraînements sportifs, je peux me balader, je peux faire de la cuisine en écoutant le podcast. J'adore ça. Je rappelle qu'en 2020, le podcast, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, hein.
Il y en a assez peu en France. Il y a deux trois grands podcasts, mais pas, tous ceux qu'on connaît maintenant et je me dis: «J'aimerais créer un contenu qui puisse être écouté en faisant autre chose», notamment pour les hôteliers, comme moi qui ont pas le temps et qui pourront jamais se mettre 1 heure devant une vidéo et surtout pour les étudiants que j'étais, qui vont pouvoir écouter des professionnels du secteur et se rendre compte qu'ils ont pléthore de possibilités par la suite puisqu'en fait, quand tu es en école hôtelière, tu t'imagines que si tu fais, comme moi, bac techno hôtellerie-restauration, tu vas pouvoir être réceptionniste, chef de rang ou cuisinier, mais tu Ouais. vois pas l'infinitude de possibilités et donc l'idée, c'est d'amener ça. Complètement et redonne-moi le contexte, tu es où à ce moment-là? Qu'est-ce qui te est-ce que tu travaillais déjà en hôtellerie? Tu Oui, faisais est-ce que tu peux au me moment où je redonner un crée le petit peu ce podcast. contexte? Quelle est ta vie? Les années d'avant? Quelle est ta vie juste avant de créer le podcast? OK, et bien, je suis, enfin mon dernier poste opérationnel, c'est chef de réception, dans un 5 étoiles. Avant ça, j'étais aussi en 5 étoiles et Palace. En fait, moi, de post-école hôtelière, licence master en management hôtelier, j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans du 5 étoiles et principalement dans du Palace, à Paris. Le quelques noms, hein, le Peninsula notamment dont j'ai fait l'ouverture. Après, j'étais à l'hôtel de Berry, donc qui est groupe Marriott Luxury Collection, à une époque où, Marriott rachetait Starwood, donc il y a tout un bazar de fusion et moi je suis arrivé dans ce contexte-là, jusqu'à l'époque en fait de la Covid où eh bien, l'hôtel de Berry a fermé, officiellement pour 2 3 mois et en réalité pour 1 an et demi et c'est là où j'ai opéré cette transformation. C'est là où ça a bifurqué. Mmh. Donc il y avait déjà un amour pour l'hôtellerie qui était là, qui était Oh que bien oui. présent, mais tu t'imaginais pas à quoi allait ressembler la suite. Non, Donc tu te dis: «OK, moi je suis un consommateur de podcasts, c'est le début un peu de cette ère-là». Comment il y a le déclic et comment on passe à l'action? Comment on crée son complètement. podcast? Hem Que ce soit l'hôtellerie comme le podcast, je pense que ça dans mon cas, en tout cas, ça part d'une passion. Alors la passion, c'est pas un truc qui te tombe dessus, d'un jour à l'autre, hein, c'est d'abord une curiosité. L'hôtellerie, je suis rentré avant l'âge de 15 ans, curieux de l'école hôtelière et aussi parce que j'étais pas adapté au milieu scolaire, traditionnel et je me suis ensuite pris de passion en découvrant. Le podcast, c'est d'abord de la curiosité. Je me dis: «Tiens, c'est sympa ce format-là, audio, pas vidéo, que je peux consommer comme je veux en plein de fois. Je suis pas dépendant d'une émission radio Ouais. France Inter que j'adore, hein, soit dit en passant, mais où il faut que je sois à 6h45 à écouter mon émission, sinon je la rate et donc je consomme ça et là je me dis: «Mais en fait, ce que je consomme, je pourrais aussi commencer à créer» et donc tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à transformer et après, comme tout bon autodidacte, regarder comment faire, des articles de blog, des vidéos YouTube pour essayer de comprendre, tâtonner et à une époque où, je veux dire le digital est très accessible, c'est vrai que c'est de plus en plus facile de créer un contenu comme du podcast et donc je me suis lancé petit à petit. Génial et raconte-moi alors le tout premier épisode. Comment est-ce qu'on sait qui on va interviewer? De quoi on va parler? Ouais, Est-ce qu'au début tu une vision très claire? Parce que forcément là, on enregistre le 150e épisode, tu sais où tu vas, ça fait déjà oui, enfin, tu as vraiment ton fil conducteur. Mais comment ça se passe au début? Est-ce qu'on sait déjà où ouais, on bien veut sûr. aller? C'est dur de se rappeler aujourd'hui Ouais. de dans quel état d'esprit j'étais. Heureusement pour moi, je note beaucoup de choses. Tu sais, j'ai un journal aussi, pro où je note un petit peu l'évolution. C'est ce qui est assez clair, c'est que alors j'écoutais du podcast pour comment créer son podcast. OK. Donc je m'étais préparé à la difficulté et la vraie difficulté, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer que c'est la technique, la vraie difficulté, c'est la régularité. Mmh. Tu vois? Être récurrent dans sa création de contenu et donc je me dis: «Je veux tenir un rythme que je vais être capable d'avoir dans la durée» et ce rythme, c'est 2 fois par mois, donc un jeudi sur 2. Et donc je pars là-dedans et j'avais aussi entendu qu'il fallait commencer par des gens qu'on connaissait parce que tu as un peu le stress. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'ai toujours une certaine pression, quand je commence une interview, mais je connais un petit peu les rouages, je sais rebondir. Ouais. Ton tout premier épisode et évidemment, tu sais de quoi je parle parce que tu as eu à le faire Mmh. aussi, hem, eh bien, je choisis quelqu'un qui, un est à l'aise à l'oral et qui 2 que je connais bien et avec qui je suis suffisamment en confiance pour pouvoir ou bafouiller, avoir un problème technique parce qu'on est en plein covid donc ça se fait à distance. Ah oui, c'est vrai Et qu'il y a oui cette contrainte-là également, ouais. et ce qui d'ailleurs est amusant puisqu'aujourd'hui je l'ai gardé dans l'ADN de mon podcast puisque beaucoup de mes épisodes se font à distance par souci de praticité et quand je peux, eh bien on fait un épisode en présentiel et donc je choisis pour ce premier je me rappelle que j'avais pas de doute là-dessus, c'est lui que je voulais, Xavier Tuisa qui est donc, aujourd'hui, meilleur ouvrier de France, sommelier. Alors c'est très drôle parce qu'on est de la même promotion des meilleurs ouvriers de France, mais à l'époque, donc 2021
C'était pas du tout, prévu comme ça, ni pour lui, ni pour moi et en fait, tout simplement, on a fait l'ouverture du Péninsula ensemble. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui a un excellent storytelling, qui sait raconter sa passion et je me dis: «Allons-y» et donc je pars là-dessus, premier enregistrement. Ouais, donc il y avait le combo gagnant, de la matière de par son Mmh. parcours à lui, son profil et en même temps, tu étais en confiance parce que vous aviez déjà travaillé ensemble. Ouais et si tu veux une anecdote croustillante, Je ne veux que ça, Maxime. Je t'écoute. on est à ce moment-là, donc je suis à Paris chez mes grands-parents en banlieue parisienne et donc j'enregistre assis, sur le lit, de la chambre d'amis OK. avec une table métallique à peine stable où, j'ai mis, mon ordinateur. À l'époque, j'enregistrais pas la vidéo, donc c'était pas trop un sujet, mais si tu avais vu le fond, ça aurait été absolument horrible avec la pauvre webcam de mon ordinateur. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un son correct avec un micro d'occasion que j'avais acheté quelques jours avant et que je testais pour la première fois. Oui, donc comme quoi n'empêche, c'est un bon conseil. Je trouve que c'est un bon conseil même que tu peux donner, aux personnes qui rêvent de monter leur podcast. C'est vrai que quand tu as commencé, il y avait pas autant de podcasts, c'est ce que Non, tu disais, alors qu'aujourd'hui, il y en a tellement et qu'on sait que ça soit côté marque ou même côté individuel, enfin, bien il y a sûr. un tel enjeu, c'est un tel levier le podcast, Mmh. on a envie de se lancer et je pense que c'est important de se rappeler qu'au début d'un podcast, il y a pas besoin de tout avoir, quoi. Ouais et sur plein de choses, hein, la technicité bien sûr, le type de format, voilà, ça vient crescendo. C'est vrai que quelqu'un qui lancerait un podcast aujourd'hui, il y aurait plus de challenge parce qu'on va attendre de la vidéo, alors que 4 ans en arrière, ça n'était pas du tout attendu. Donc il y a ça, pour autant, moi je conseillerais vraiment de commencer petit à petit et ensuite on rajoute, tu vois? Là, j'ai pas le micro que j'avais au début, le matériel qu'on utilise aujourd'hui, ben, ça fait 1 an que je l'ai et je continue de surclasser un petit peu, mon équipement et en plus je deviens de plus en plus à l'aise donc le niveau monte et les auditeurs, t'accompagnent, mais ça sert à rien d'essayer de faire une émission télé dès la première fois. Ouais, je comprends et donc en termes de contenu, tu te dis donc je comprends que tu es assez, méthodique dès le début, en fait, c'est Oui, assez impressionnant sur le côté, je vais en faire, 2 par mois, donc tu as déjà ces codes-là, ouais. de dire: «Faut que je sois fréquent». Sur le contenu, une fois que tu enregistres ce premier épisode, tu te dis: «OK, j'ai trouvé un petit peu Mmh. mes axes de questions», c'est-à-dire que je vais rester dans l'hôtellerie, enfin l'excellence de service. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment ça a évolué le contenu, en fait, de tes podcasts et de tes invités? C'est vrai que, le fil conducteur, ça a toujours été l'excellence de service parce que je voulais une thématique qui m'animait, donc il fallait que ce soit cohérent. Je me suis beaucoup posé la question et beaucoup trop creusé la tête, je pense, au début de: «Est-ce que je dois rester fermé dans l'hôtellerie? Est-ce que je dois m'ouvrir?» En fait, la réalité, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'arrêter la réflexion, ça peut évoluer avec le temps. Au début, je voulais toucher tout le monde, mais quand on touche tout le monde, en fait, on touche personne. Donc il valait mieux, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, me recentrer sur l'hôtellerie-restauration et c'est vrai qu'on m'identifie naturellement comme ça parce que, en fait, je suis réceptionniste de carrière et plus tard, je suis devenu meilleur ouvrier de France dans cette catégorie-là. Et après élargir sur d'autres sujets et tu vois quand j'ai eu fait donc là on est à la 5e saison donc en fait c'est la 5e année. Hem, Quand tu as eu fait 3 saisons à poser à chaque fois la question: «C'est quoi ta vision de l'excellence de service?» Bon cette question-là, j'avais l'impression que j'avais fait le tour, donc aujourd'hui je la pose plus. Par contre, on garde l'excellence de service comme fil conducteur, mais je vais aller creuser dans d'autres, environnements pour élargir. Tu vois, je peux faire appel à mon coach de voix, le faire venir et en fait quand on va parler de la voix eh bien, il va donner des conseils qui sont complètement applicables et qu'on peut transposer dans l'excellence de service aussi, OK, hyper intéressant. Donc il y a autant un enjeu sur le fond que la forme? clairement. OK, sur chacun des épisodes. Hyper intéressant. Est-ce que parce que moi je me pose aussi la question, est-ce que tu te rends compte parce qu'on sait aujourd'hui le succès qu'a Hospitality Insiders et qu'a le podcast, tu as eu, et je pense que ça passe aussi par les invités que tu as eus, les qualités des questions que tu as posées, mais comment est-ce qu'en fait on mesure le succès de ton podcast? Comment est-ce qu'on sait? Parce que j'imagine que quand tu enregistres dans la chambre d'amis ton premier épisode, tu sais pas Mmh, forcément, qui va l'écouter derrière. clairement. À partir de quel moment, tu dirais, ces 3 dernières années, tu as commencé à sentir que là, ça prenait, qu'il y avait quelque chose? Ouais, C'est quoi ton c'est là-dessus? c'est très dur à mesurer Ouais. et souvent on te demande des KPIs alors, les gens vont te dire: «Oui, c'est quoi ton nombre d'écoutes?» mais en fait, quand tu as un podcast tout public, c'est facile de faire beaucoup d'écoutes et c'est un vrai critère. Mais quand tu as un podcast niche comme c'est le mien, je ferai jamais 100 000 écoutes par mois. Mais il y a pas 100 000 personnes qui sont intéressées par cette thématique, et donc bien sûr, c'est un indicateur que je regarde. Je regarde s'il y a une croissance, tu vois, de mois en mois, mais mon vrai levier, c'est qu'au début, personne ne me parlait de mon podcast Ouais. et au bout,
environ la 3e sai donc tu vois 2021 saison 1, 2022 c'est facile chez moi, saison 2, 2023 on est saison 3. C'est l'époque où je deviens MOF et quand j'ai eu ce truc-là, peut-être qu'on en parlera, beaucoup de gens m'ont dit: «Waouh, ça a dû t'amener une énorme visibilité». Force est de constater que non. Par contre, ce qui m'a beaucoup amené de visibilité, c'est que j'avais 3 ans de podcast. Donc là où je m'en suis rendu compte, c'est que quand je vais dans les salons professionnels, quand je vais dans les hôtels, on commence à me reconnaître. Et typiquement, c'est donc les food hôtel tech, les équipes hôtels, les salons très hôteliers comme ça, je vais pas dire que j'ai du mal à avancer, mais j'échange avec plein de gens que moi je ne connais pas qui eux me connaissent. Ouais. Et donc là, je comprends qu'il y a un switch parce que équipe hôtel typiquement c'est tous les 2 ans et quand j'y suis allé, donc tu vois 2 ans en arrière, c'était donc il y avait 2022, je vois bien que bon les gens me connaissent pas trop. 2024 compliqué, tu vois, d'avoir des conversations, enfin de passer, en étant anonyme. Donc là, je me dis: «Ah, ça y est, ça fait son effet». Ouais, il se passe Entre temps, quelque faut quand même chose. imaginer qu'il y a 3 saisons où, moi je travaille un peu, pas silencieusement, mais je fais le boulot, j'essaye pas d'avoir des résultats immédiats. J'ai conscience que c'est un temps long, mais il y a un peu ce côté frustration où tu dis: «Attends, 3 saisons, j'ai quand même fait une soixantaine d'épisodes à ce stade». C'est énervant presque de pas avoir le retour sur investissement et je continue et là tu vois, 5 saisons plus tard, ça y est maintenant, je la vague est lancée et je peux continuer de surfer ça. Ouais, et je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'assez satisfaisant à se dire qu'aussi le contenu, il reste par rapport à d'autres projets qu'on peut lancer. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, en effet, il y avait moins d'écoute, des personnes qui te reconnaissaient pas, qui te connaissaient pas. Et est-ce que tu remarques que du coup, ta bibliothèque, on va dire, d'épisodes, de premiers épisodes, finalement, des gens apprennent à la redécouvrir maintenant, au fur et à Évidemment mesure qu'ils te et connaissent c'est toi? hyper intéressant que tu dis ça. Alors déjà, dès le début, sur ma page, d'organisation interne, j'ai écrit en gros: «Le podcast est un actif». OK. Tu sais, j'aime bien mettre des Ouais, phrases un ouais. peu phares comme ça et en fait, c'est un actif au même titre qu'un actif immobilier. C'est un truc que tu construis, en fait, tu mets des briques et les épisodes que j'ai créés en 2021 existent encore et me rapportent encore des vues et pour ne pas le citer, Nicolas Dupont que tu connais, Ouais. qui était, à l'époque chef de réception, au Georges V, et bien, aujourd'hui, quand il fait des entretiens d'embauche, il me dit environ 1 entretien sur 2, les personnes lui citent cette vidéo parce que soit ils ont regardé la vidéo et ça les a amenés vers lui, soit ils préparent l'entretien avec lui et donc ils font des recherches et ils tombent sur la vidéo puisque c'était un de mes premiers épisodes filmés, donc déjà dans YouTube et donc dans Google, référencé et on continue à avoir de la visibilité. Ouais, alors que lui, c'était un des tout premiers, épisodes, quoi. Incroyable. On est OK. dans le ouais, c'est dans les 15 premiers épisodes, je crois. Hyper intéressant, et je crois qu'en parlant d'anciens invités, il y en avait un qui avait quelque chose à dire par rapport, à ton succès et au succès, Oh là! du podcast. Je te laisse écouter la personne. On va voir si tu reconnais à la voix. Je me fais pas trop de soucis, je pense que normalement tu devrais. Allez. Alors c'est parti. Cher Maxime, tu as réussi ce que beaucoup d'hôteliers n'osent même pas rêver, devenir une marque à part entière. Du coup, est-ce que ton ego paye désormais une chambre single ou une suite quand tu voyages? Est-ce que est-ce Je que tu reconnais sais? pas, elle est C'est Florian Bitker. ah mais c'est Florian! Elle est Eh, beaucoup plus métallique sa voix ici. En fait, je reconnais au côté acerbe ah oui, plus qu'au ton. donc c'est une vraie question, et donc alors Florian, je redonne le contexte, c'est le Ouais, directeur général de la Drawing Hotels Collection. absolument. Une collection d'hôtels, très sympa que je vous invite à découvrir si vous les connaissez pas encore. Et donc c'est la question de Florian qui aimerait Donc savoir. Florian me pique sur mon ego, c'est ça? Exactement. Alors, mon cher Florian, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Je vais toujours, alors déjà, c'est vrai que pour les hôtels, pour le coup, la plupart du temps, je ne les choisis pas parce que ce sont, ou des clients ou des lieux de travail. Mais non, j'espère que, avec, le succès montant du podcast, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, que je resterai bien les pieds sur terre. Mais j'ai un entourage très proche et très vigilant qui, dans tous les cas, me rapportera ça. Et surtout, j'oublie pas que moi, je suis un hôtelier avant tout, réceptionniste et je suis fier de ça et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, donc je j'ai pas l'intention de changer de monde OK, et ben, très et bien, on embrasse Florian, bien sûr. et on l'embrasse évidemment au passage. Merci pour sa question. J'aimerais maintenant, qu'on rentre un petit peu dans la partie croustillante. J'aimerais, et je pense que c'est un peu l'occasion, on a l'occasion de t'écouter très souvent, d'écouter tes invités, les questions que tu leur poses, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe en coulisses. Mmh. Et moi, j'aimerais vraiment te poser les questions qu'on n'a pas l'habitude de te poser, et j'aimerais savoir notamment, c'est assez clair pour moi pourquoi du coup tu as lancé le podcast, comment ça se passe, mais je pense que
on se rend pas forcément compte de l'organisation que c'est derrière. Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter, une fois, avant que, tu vois, la caméra s'allume, que le micro démarre, et après, une fois qu'il est coupé, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Le temps, ton Oui, organisation, OK. C'est en effet beaucoup de temps et depuis quasiment le début, c'est environ une journée de travail par semaine. Au podcast et ce qu'aujourd'hui j'appelle le pôle média, puisque bien sûr ça s'est renforcé avec le temps. Au début, pourquoi? Parce que en fait, moi, un épisode, je l'enregistrais, alors on va parler de l'avant aussi, hein, mais j'enregistrais, mais après j'ai toute la post-production à faire moi-même. Donc tout ce travail-là, la diffusion sur les plateformes, et la partie, communication et tu vois, on dit dans le podcast, 20 c'est la création et 80 c'est la Mmh. communication. Ça, je l'ai bien compris. Donc petit à petit, j'ai commencé à déléguer. Tu vois, la saison 3, j'ai quelqu'un qui me fait les montages. Par contre, je gère toujours la diffusion et depuis la saison 4, j'ai donc Gaël, mon podcast manager, qui fait tout à part l'enregistrement. C'est-à-dire que moi, je prépare mon épisode, j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je lui donne l'épisode et c'est lui qui va faire le montage, la diffusion sur les plateformes audio et vidéo et après j'ai Déborah qui est ma community manager qui récupère le contenu préparé par Gaël et qui va faire tous les posts sur les réseaux sociaux. Donc elle fait les montages de vidéos courtes et cetera, que bien sûr je valide en fin de chaîne s'il y a besoin de valider. Et donc comment est-ce que je m'assure que ce process soit établi? Et bien, j'ai un outil de gestion qui chez moi est Notion, que tous les solopreneurs, connaissent, que les hôteliers, n'utilisent pas ou peu et qui me permet de vraiment tout centraliser. Et donc si on prend depuis le tout début, quand c'est un épisode interview, parce que je rappelle aussi que sur mon podcast, aujourd'hui c'est, un épisode sur 3 ou 4 environ en moyenne, c'est un épisode solo. Ça commence par quoi? Eh bien, j'ai une fiche épisode, donc j'appuie sur un bouton, j'ai une fiche template que je vais compléter, soit avec moi si c'est ma trame perso, et des idées que j'ai envie de partager et donc je vais sourcer, donc il y a tout un travail de recherche et je vais dans d'autres bases de données Notion où j'ai enregistré plein de sujets ou, mes posts réseaux sociaux et je fais un petit peu ma tambouille à l'intérieur et après un fil conducteur, ce qui va me permettre de faire un épisode solo. Ça paraît paradoxal, mais donc je le dis quand même, j'ai beaucoup plus de mal à préparer des épisodes solo que duo. Ouais, ça, je veux bien te croire. Ouais, parce que le solo, j'ai vraiment ce travail de recherche, de presque rédaction et je suis seul face à la caméra. Alors que l'épisode duo, finalement, je repère l'invité. Au début, c'était difficile de trouver des invités, mais maintenant, c'est facile puisque chaque invité me recommande un invité. Donc j'ai une liste indéfinie, j'ai des gens qui me contactent pour passer dans le podcast, j'ai des personnes que moi j'ai aussi envie d'aller voir et donc je pense que j'ai facilement une liste d'attente de 100 personnes, que je pourrais contacter ou que j'ai déjà contactées, mais le timing n'était pas le bon, que je vais aller enregistrer avec lesquels je vais enregistrer. Quand je sélectionne une personne, on se dit: «OK, on fait l'épisode». Et bien cette personne-là, on fait un appel préparatoire et là, je lui dis enfin je discute pour voir un peu les thématiques avec lesquelles elle est à l'aise. À ce stade, je lui donne pas de questions, et ça dure entre 15 et 30 minutes maximum et ensuite, moi, je fais ma rédaction. Donc pareil, j'ai ma trame et je vais poser, hem, des questions spécifiques et je vais envoyer cette trame à l'invité. Libre à lui ou elle de réfléchir aux questions et après les préparer. J'en ai des ultra académiques qui préparent tout, qui après parfois veulent me les envoyer. Je leur dis: «Moi, je veux surtout pas lire vos Ouais, réponses» faut et garder j'en du ai qui me fun. disent: «J'ai rien lu». OK, libre à toi, mais moi j'ai fait le travail préparatoire. Moi, je sais où j'ai envie d'aller et ensuite, on se laisse guider et après l'interview, faut aussi comprendre que quand on a posé le cadre, il faut être libre dans le cadre et donc, je me laisse vraiment cette possibilité de partir dans tous les sens. Si je vois que mon invité est hyper à l'aise avec une thématique que j'ai envie de creuser, je vais la creuser, je vais questionner. Si je vois qu'il survole trop une thématique que j'ai envie d'approfondir, je vais le questionner pour l'emmener là-dedans. Jamais en le mettant mal à l'aise, mais parce que j'ai envie d'aller chercher cette substance et moi je connais les 150 épisodes que j'ai enregistrés et donc si là il y a une thématique que j'ai jamais, touchée, tu peux être sûr que je vais foncer là-dedans pour y aller et l'invité, le but, c'est qu'il se rende compte de rien. Lui, il se fait tout simplement guider, il se fait un petit peu prendre par la main et c'est une conversation comme là on est en train d'avoir. Mais donc voilà, il y a un vrai travail préparatoire en amont. En temps, ça dépend, mais ça me prend une demi heure, 1 heure. L'épisode qui va durer 1 ou 2 heures et après tout le travail post, productif qui maintenant est délégué et donc comme cette partie-là est déléguée, moi je peux me concentrer à aller chercher des invités, faire autre chose, sachant qu'il y a un épisode par semaine à produire et que peut-être que c'est pas évident pour tout le monde parce que chacun consomme à sa manière, mais aujourd'hui, un épisode de podcast égale bien sûr
diffusion sur la plateforme d'écoute, Ouais. bien sur YouTube, mais aussi 5 posts réseaux sociaux environ sur chaque réseau social. Donc on parle de LinkedIn, on parle d'Instagram, on parle de Facebook, on parle de YouTube et un article de blog pour aller chercher aussi du référencement, avoir une visibilité et une newsletter et c'est encore moi aujourd'hui qui rédige ma newsletter pour y mettre ma plume autant que possible. Et donc tout ça chaque semaine autour de chaque épisode. Et là, en plus, on est en train de créer des petits bonus sur le podcast où on fait des fiches bonus avec bien sûr des récaps, mais des cadeaux offerts par les invités, quelque chose de très consommable pour ceux qui n'ont pas forcément le temps. Ils peuvent voilà, télécharger le bonus et y accéder quand ils veulent. Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu reviennes là-dessus parce qu'on se rend pas forcément compte. On a accès à du contenu souvent via, un canal Mmh. en fonction de ce qu'on affectionne particulièrement et on se rend pas forcément compte de l'écosystème autour, que ça soit l'équipe, que ça Bien soit, sûr. même la diversité ensuite des canaux de distribution, de ce contenu et pour l'avoir vécu de l'autre côté, parce que côté invité de ton podcast, moi, j'allais dire quelque chose qui m'avait surprise et je trouvais ça intéressant de te le partager. C'était le côté justement, on parlait de la préparation en amont. Moi, ça m'avait impressionné un peu la trame que tu m'avais transmise. Enfin, c'est exactement ce que tu dis. On Oui. avait échangé avant. Ensuite, tu m'avais transmis une trame. Et il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont se dire, faut rien préparer parce qu'il faut laisser absolument le Mmh. naturel, de l'échange. Bien sûr. Faut que ça soit sympa à écouter. Et en même temps, faut quand même un peu préparer. Et je trouvais que ce qui pouvait, de mon point de vue, avoir l'air trop préparé, parce que j'étais pas habituée à fonctionner comme ça, m'avait en fait tellement aidée. Parce que le fait de me poser les questions en amont, pas de manière scolaire, mais Oui. en tout cas d'avoir la trame que tu avais partagée, m'a permis ensuite d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus à l'aise pendant l'épisode. Et je me souviens m'être dit: «Ah bah tiens, ça Oui. m'apprend ça, quelque chose que j'aurais peut-être de mon regard trouvé trop scolaire quand d'autres ne l'auraient pas trouvé scolaire dito». Mmh. En tout cas, c'était un bon apprentissage, je trouvais ça Ouais et intéressant de la le dire. question que je te pose sur la trame, je la poserai pas forcément de la même manière et je l'amènerai pas au même moment pendant l'interview, mais je sais que tu as déjà travaillé ce thème-là, donc tu peux creuser. Mais en effet, Mmh. c'est hyper difficile d'aller chercher, dans ses connaissances un sujet. Moi, si tu me questionnes sur quelque chose que j'ai pas préparé, je vais pouvoir aller en surface et être très à l'aise. Mais si tu veux vraiment que je le creuse, il faut me donner le temps le temps de la réflexion là-dessus. Donc c'est ça le but et après je pense que, ça probablement tu t'en es aussi aperçu, mais dans l'échange qu'on fait au début de l'épisode avant d'appuyer sur rec, moi il y a tout ce côté briser la glace. Mon but, c'est que mon invité soit ultra à l'aise. T'en as et je suis toujours surpris, qui sont très à l'aise en conversation, qui prennent la parole devant leurs équipes. J'appuie sur rec, ils se mettent à C'est bafouiller terminé, ouais. et d'autres qui, au contraire, ont l'air très stressés, qui me le disent. Tu sur rec et là, C'est une jolie précis, surprise. c'est rigoureux, il y a vraiment de la valeur et donc en fait, plus je les prépare en amont, plus je les détends. Tu vois? Typiquement Florian Bitker, pour ne pas le citer, hem, qui Tu est peux te très venger, mais Maxime, je vais c'est me le moment. venger. C'est quelqu'un qui est très à l'aise, mais par contre, il me l'a bien dit et je l'ai bien vu, il était bien tendu. Il a fait un super épisode, mais tu vois? Tu as ce truc où il faut mettre à l'aise Ouais, ouais, avant et ça, presque c'est un vrai métier, tu vois? ouais, ouais, c'est clair et de par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y a aussi un élément hyper clé, c'est que tu as su t'entourer et donc tu Mmh. disais, tu as une équipe autour de toi, Oui. qui t'aide, en tout cas, qui t'a allégé dans beaucoup d'aspects, de création et diffusion de ce podcast et donc justement, ton équipe avait une petite question à te poser. Ouh là! N'aie pas peur, Maxime. Ça ne peut pas être pire que Florian Bitter. Je cherche. Hello Maxime, on espère que tu passes un très bon moment. Alors petite question de la part de toute l'équipe. Le podcast, Hospitality Insiders est né d'une passion, la tienne, mais il vit aujourd'hui, grâce à une équipe. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de la team, et comment imagines-tu son évolution d'ici l'épisode 300? Et puis, petite question, autour de l'hôtellerie, si on était un hôtel, si, toute la team avec, Hospitality Insiders était un hôtel, qu'est-ce que tu imaginerais comme, comme hôtel? Merci beaucoup, on t'embrasse. Incroyable. Et voilà, Gaël qui parlait au nom de l'équipe. Ah, elle est dure la deuxième partie de question. Hem Je vais commencer par la première. Je pense que Gaël, il s'inquiète de savoir s'il aura encore un emploi dans 150 épisodes. Surtout, à l'ère de l'IA et tu vois, tu parlais un peu de mes process. C'est vrai que alors c'est drôle, maintenant moi j'interviens de plus en plus en tant qu'invité dans des podcasts pour parler aussi productivité et organisation
Ça, je pense que c'est clairement un élément qui fait que ça marche, mais avant ça, je pense que, l'élément clé, c'est vraiment l'engagement, de mes équipes et que en fait, j'appelle équipe, mais dans une entreprise classique, ce serait des salariés. Moi, c'est pas, des salariés au sens propre, ils sont freelance, ils ont d'autres clients et tu vois, au début, c'était dur. Moi, je viens de l'hôtellerie traditionnelle. J'étais habitué à manager des équipes jusqu'à 30 personnes où c'est tu attends que les personnes, elles soient dévouées à leur métier parce qu'on est tous dans la même boîte. Mais quand tu travailles avec des freelances, Gaël, il est podcast manager de dizaines de podcasts. Déborah, elle traite, de plein d'autres contenus toute la semaine et donc je ne suis qu'un petit pourcentage. Pourtant, et bien, ils sont pleinement engagés dans ce qu'ils font. Je vois qu'ils partagent mes succès, partagent aussi, tu vois, les challenges. Tu vois, il y a ce vrai, engouement autour du développement, pas que du podcast, mais de mon entreprise. Ça peut être mon académie avec la partie formation en ligne, alors qu'eux, quelque part, ne vont pas, avoir un meilleur salaire. D'ailleurs, ils ont pas de salaire, c'est une rémunération freelance, tu vois? C'est assez intéressant, mais ils sont pleinement à fond dedans et ça, je pense que ça fait que ça marche et je leur dois évidemment énormément à ça et c'est drôle parce qu'eux, ils agissent avec moi comme moi j'agis avec mes clients. C'est-à-dire que, mes clients, ils me payent pas pour, eux gagner plus de chiffre d'affaires directement, mais je vais m'investir à fond pour leur succès aussi et moi je vais prendre beaucoup de plaisir. Donc je pense que ça c'est l'élément. Je pense qu'aussi ils sont, ils le font comme s'ils le faisaient pour eux, tu vois? Ils sont très précis, très carrés, dans ce qu'ils font, hem et je pense qu'au-delà du côté, production et productivité pure et dure, là où moi il m'apporte une énorme valeur, c'est le côté stratégique. Parce que quand on est solopreneur, je trouve que le pire, c'est la solitude. C'est le côté Ouais. solo et eux, bah, en fait, sont venus compenser ce côté solo. Gaël particulièrement, avec qui maintenant je travaille depuis 2 ans, où on se parle pas souvent, on fait un appel par mois. Mais on se fait des vocaux, pas quotidiennement, mais régulièrement quand on a besoin. Je sais que je peux échanger avec lui. Il comprend parfaitement tous les détails de mon business et Déborah qui est arrivée plus récemment, dans l'activité aussi, eh bien, pareil, m'amène des éléments que moi je vois pas. Eux, ils ont un recul que moi je n'ai pas Mais et donc il y a cette valeur de l'intelligence collective, de se dire que c'est d'un coup, tu es plus tout seul dans ta ouais tête à réfléchir à ce que tu fais. et ça fait vraiment, la différence. Et donc, dans 150 épisodes, quand, tu m'intervieweras pour le 300e j'espère, Yes. eh bien, je pense que peut-être qu'on aura encore agrandi l'équipe, mais je ne sais pas si en termes d'humain, on aura le besoin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils de productivité, avec de l'IA, un peu d'automatisation, on arrive à être extrêmement efficace. Par contre, d'avoir ce noyau dur, sur lesquels je peux m'appuyer et tu vois, de continuer de développer ça et après aller chercher, plein d'autres thématiques. Je peux pas tout teaser à ce stade, mais j'ai Ouais. quand même, plein d'envies autour, notamment de la vidéo, montrer des lieux dans lesquels moi je peux travailler et que j'ai l'occasion de visiter. Je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher et clairement j'aurais besoin de Gaël, Déborah, donc voilà, restez avec moi, j'ai encore besoin Soyez de vous. rassurés, c'était le fond de la question. Et la Heu, deuxième partie de la ouais. question, c'était si j'étais un hôtel, si on était un hôtel, si Hospitality Insider était un hôtel, ce serait quoi comme établissement? Déjà, je sais pas si c'est important, mais je suis pas sûr que je le mettrais dans une ville. Tu vois? Ça pourrait être, un endroit, à la campagne ou à l'extérieur où on vient se ressourcer. Tu vois? Je OK. l'imagine bien comme ça, mon hôtel Hospitality Insiders, un lieu, qui vive tout le temps, aussi bien pour bien sûr y dormir qu'y manger, mais aussi y faire la fête, y vivre, où on puisse faire des rencontres, on puisse avoir des activités, y faire du sport aussi. Tu sais que le sport, c'est quelque chose de très Mais important, je sais que c'est une addiction que tu as. C'est pas juste important, c'est une addiction, une Maxime, à ce petite stade. addiction et où on puisse pratiquer tout ça, tu vois? Donc mélanger un peu tous les plaisirs, dans un seul, et même lieu et aussi se faire rencontrer les gens. Ce qui est un peu ce que je reproche à l'hôtellerie traditionnelle, Mmh. c'est que on se croise, mais on se rencontre assez peu et tu vois? De créer des vrais moments de collectif, de s'installer à table avec des voisins qu'on connaît pas pour échanger parce que quel meilleur endroit qu'autour d'une assiette pour faire connaissance avec son voisin et d'avoir des super conversations, voilà et pourquoi pas, tiens, si je pousse même plus loin,
et les enregistrer et faire des festins Ouais. enregistrés comme ça, tu vois? Et en sortir des extraits ou des épisodes ou des idées pour le futur. Je pense qu'il y a quelque chose de chouette à faire. Ouais, c'est que tu as vraiment trouvé ta dynamique, mais d'aller encore plus loin Bien sur sûr. la convivialité, l'échange, la rencontre. C'est d'ailleurs ce qui nous a liés au début, c'est Mmh. que, on adore, créer ces rencontres-là, dans Complètement. l'écosystème Ouais. et je pense qu'en effet, il existe 1000 et un formats pour le faire, et c'est hyper intéressant. Donc ton équipe, tu disais, tu as su et c'est souvent ce qu'on attend d'un leader, d'un entrepreneur, c'est embarquer avec soi. Donc ça, je pense que c'est la force que Mmh. tu disais. Moi, j'ai peut-être une autre question, c'est que est-ce que c'est pas dur aussi quand on est entrepreneur ou leader, les premières fois qu'on délègue? Et tu vois, finalement, c'est ton bébé, ton Bien podcast. sûr, Au ouais. début, tu faisais tout, tu avais toutes les casquettes et donc là, c'est génial, tu as l'équipe aujourd'hui et ça fonctionne bien. Mais est-ce qu'au début, c'était pas un petit peu dur de Mmh. lâcher? Surtout Ouais, qu'on parle aussi de ton image directement, hein. Techniquement, c'est quand même, complètement. toi, tu es une marque de toi, hein. Écoute, c'est dur pour beaucoup de personnes. Moi, peut-être justement parce que je m'étais informé là-dessus et que j'avais écouté des Ouais, contenus qui en parlaient. C'est quelque chose auquel je m'étais préparé. Hem et j'ai aussi appris ça dans le management quand j'étais, déjà chef de service, qu'en fait, seul tu vas pas très loin et donc tu as besoin de déléguer, tu as besoin de faire confiance. Donc assez rapidement, je suis allé là-dedans et ça s'est fait étape par étape. Tu vois, quand Gaël, il a commencé avec moi, je lui ai délégué une partie, puis une partie, on a, grossi petit à petit. Au début, je contrôlais un petit peu le contenu final. Aujourd'hui, c'est plus le cas. ouais, Hem, plus du tout. Je vais le contrôler si je tombe sur quelque chose par hasard ou si un client me fait une réflexion, je vais lui faire le retour. Mais en fait, je les laisse produire. Déborah, pareil, elle a 100 de créativité sur la partie, réseaux sociaux, et heureusement parce que moi, je suis extrêmement limité, sur cette créativité-là, tu vois? Donc je la laisse faire. Quand elle sent que, enfin quelque chose d'un peu plus rédigé où il y a besoin que ce ma plume, bah, c'est moi qui vais valider, le texte et le remodifier. Mais pour le reste, vraiment, je les laisse libres et je pense que même intellectuellement pour eux, c'est tellement plus stimulant. Ils savent qu'ils ont un champ, libre, un champ des possibles et donc ils vont s'éclater et si ça floppe, je suis OK avec ça. Parce que tu vois, j'ai appris aussi on essaye d'avoir un standard de qualité tout le temps, qu'on rehausse systématiquement, hem, mais je suis OK avec le fait de, pas réussir à faire un carton plein à chaque fois et il y a des éléments que tu contrôles pas tout le temps et donc si on fait une erreur, bah, on l'a fait, et on va apprendre aussi ensemble et ça va me permettre de corriger et qu'eux, ils progressent. ouais et d'ailleurs, c'est ce qui permet enfin, je trouve que c'est un conseil qui est hyper précieux de manière globale, pour tous les entrepreneurs. Complètement. C'est de se dire, en fait, il vaut mieux faire et refaire que de pas se laisser l'occasion d'apprendre, Ouais, simplement parce qu'on a eu un peu cette peur de bien l'échec, sûr quoi. et tu vois, au début, hem, tu envie que tout soit parfait. Moi, je viens de l'excellence avec le palace, Ouais, mais en fait, en palace, tu as 600 employés avec toi. Quand tu es tout seul, bah, il faut apprendre tu vois, c'est un peu le mieux est l'ennemi du bien, donc tu dois apprendre à quitter ce truc de perfectionniste en disant: «Je mets un certain niveau de qualité, mais j'accepte que ce soit pas, top là. Par contre, la prochaine fois, ce sera encore mieux et chaque fois, c'est encore un peu mieux et je monte, tu vois, de 1 à chaque fois. Au final, ça fait une courbe qui est exponentielle et j'applique la même chose avec mes équipes. On essaye toujours, de monter le niveau, mais bah, de temps en temps, c'est pas on fait des erreurs, mais de temps en temps, c'est pas aussi bien que je l'aurais rêvé, mais on avance et comme en fait, chaque semaine, il y a un épisode, en fait, très rapidement, t'oublies le passé, quoi. T'oublies que là, ce post, il a pas cartonné et qu'il a fait 300 vues alors que toi, tu pensais qu'il allait en faire, 10 fois ça. Tant pis ouais. et on passe, à l'élément suivant. Et d'ailleurs, je trouve que le parallèle que tu fais avec l'hôtellerie est hyper intéressant Mmh. parce que les attentes, qu'on pourrait dire des clients côté hôtel et des auditeurs ne sont pas les mêmes, en fait. Oui, Et ce qui ne veut pas dire que l'exigence de qualité n'est pas attendue, au contraire, je pense qu'elle est des 2 côtés, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on t'attend pas au tournant pour la même chose et je trouve que complètement. c'est un bon Ouais. conseil aussi, Mais le parallèle, c'est aussi que dans l'hôtellerie, on se renouvelle tous les jours et que chaque jour, faut recommencer à zéro. Et moi, j'ai appris ça aussi, tu vois? C'est qu'à un moment, tu as fait un mauvais service, tu peux rentrer chez toi et pleurer dans ton oreiller si tu veux, mais en fait, demain, c'est une nouvelle journée et on remet les balles à zéro. Et donc il faut recommencer et là, tu peux juste prendre sur ton expérience de la veille pour essayer de faire mieux cette fois-ci. Tu pourras pas changer le passé dans tous les cas. complètement. Et alors en parlant des erreurs, Maxime, et de l'échec, tu as très bien fait de nous en parler. Très Je bien. te remercie, ça me fait une transition magnifique. Est-ce que tu as dans les sujets croustillants que je voulais te poser, un peu ta pire anecdote de tournage ou tes galères? Est-ce que tu peux nous partager, des choses qui ont été Ouais, un peu compliquées? Parce j'en que ai là, t'en es pas à ton premier non, j'en ai à ton premier plusieurs qui épisode. me viennent, mais alors
la plus marquante où là, moi, j'étais vraiment très, très mal à l'aise, hem, c'est lors d'un voyage à l'île Maurice. Alors c'est suffisamment rare que je parte aussi loin et aussi longtemps pour être cité. Je suis parti pour donner un séminaire, donc avec, une école qui était Vatel et derrière, je devais faire une mission de formation dans des hôtels qui était annulée à cause, d'un cyclone et je termine mon séjour, invité au Shangri-La, le Twist Rock qui est un établissement sublime là-bas, par, Grégory Coquet qui est le DG à l'époque et on a un échange exceptionnel. Donc on fait un épisode de podcast dans une des suites villas de l'hôtel. Donc déjà, OK. le lieu est exceptionnel. À l'époque, je n'ai pas le matériel que j'ai aujourd'hui, hein, comme quoi on continue de progresser. J'enregistre l'épisode, je filme, je crois j'avais une GoPro en plus au cas où en me disant comme ça, si jamais je pourrais utiliser la vidéo, nanana. J'ai des micros filaires et je termine l'enregistrement. On a une conversation où je suis bluffé. On termine la conversation et Ah je me non, dis: je «C'est sens où ça va venir. exceptionnel» Ça me fait de la peine. et là on termine, je me dis par acquis de conscience, tu vois, je vais vérifier et j'appuie sur relire, inaudible. Ah non. Quand je te dis inaudible, c'est bande brouillée tout le long. Je pense qu'il y avait un faux contact sur le fil. En plus de ça, la vidéo, sachez-le pour ceux qui enregistrent sur une autre hémisphère, en fonction de l'hémisphère, le pays, il y a un réglage hertzien à faire que je n'avais pas fait. Donc même la vidéo était inexploitable. Mmh. Et là, les bras m'en tombent et heureusement, Greg Coquet, si tu m'écoutes, merci pour ta patience, me propose de réenregistrer Ouais, c'est et donc on a réenregistré, mais une version beaucoup plus courte, plus condensée et selon moi moins qualitative, et puis moi je voulais pas prendre trop de son temps, tu vois? Que, la première version et donc sans vidéo, voilà, donc qui était, probablement 50 moins bien que, la première. Donc j'étais absolument dégoûté et en même temps, il fallait juste accepter et avancer, quoi. ouais, il fallait y aller et en même temps, j'imagine que les auditeurs, enfin ceux qui ont écouté le podcast, si tu ne sais pas ça, Personne ne le tu te saura. dis pas ouais, Personne ne exactement. le saura, mais moi j'avais vraiment conscience d'avoir touché un super contenu, dont je pouvais faire profiter tout le monde et dont personne ne profitera finalement. Eh bien, allez tous écouter l'épisode et faites-nous, vos commentaires sur ce que Faites-nous vous votre en pensez, voilà. si vous pensez que c'était mieux ou pas. Bon, du coup, je t'ai demandé la pire, mais est-ce que tu as j'imagine que tu as des super exemples aussi? Est-ce que tu as des chouettes anecdotes, de tournage, J'ai d'enregistrement? plein de bonnes anecdotes aussi, déjà parce que là c'est dur aussi, hein, d'en citer, mais souvent ce sont des belles rencontres. Pour le coup, particulièrement quand c'est en présentiel, il y a quand même une connexion qui se fait, que tu Ouais. ne peux pas avoir derrière un écran et donc souvent, les personnes que j'interviewe, déjà à la fin ont l'impression d'avoir passé un super moment et me trouvent intéressant, alors que Yes! c'est elles qui parlent. C'est ça qui est drôle, hein, c'est la force de l'interview, c'est qu'en fait, c'est elle qui parle et Ouais. donc comme quand tu parles de toi, en fait, tu trouves que la personne en face est intéressante, donc ça, c'est assez drôle et quand ce sont des dirigeants, des décisionnaires. Moi derrière, j'ai presque l'impression d'être leur ami, leur confident et tu vois, j'échange aujourd'hui avec des dirigeants, que je tutoie, qui j'envoie un WhatsApp, comme si c'était des grands copains, alors qu'en fait, on a juste passé 2 heures de podcast assis, tu vois, dans la même pièce à avoir des connexions, assez dingues. Donc une fois que je t'ai dit ça, franchement, c'est dur d'en citer, hem, mais cette année, pour, citer les plus récents, moi j'ai souvenir d'un échange exceptionnel avec, Delphine Jaouen, OK. qui dirige, 2 2L Collection, collections, ouais. Mmh. qui m'avait, donc convié à séjourner et à tester son hôtel, à Versailles et le lendemain de ça, tu vois, donc je suis encore à Versailles, on a une conversation de dingue où j'avais vraiment l'impression ouais, d'être d'égal à égal, tu vois, conversation passionnante, et aujourd'hui on peut encore, voilà, avoir ce type d'échange-là, très informel et je trouve ça génial, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de faire grandir. Et après, tu parlais aussi, faut que je fasse ce lien quand même, du fait de aimer réunir et créer des conversations. Moi, ce que j'adore maintenant, c'est les dîners que je fais avec mes invités Ouais. où, moi, je les connais individuellement parce que j'ai fait des épisodes avec eux, mais eux se connaissent pas et où je les laisse, tu vois, un peu sans cadrer, discuter, créer des échanges et où moi, j'ai même plus besoin d'interviewer, j'ai juste à écouter et je suis presque, voilà, spectateur de ce qui se passe et ça, c'est vraiment un des vrais succès, je trouve, autour de ce podcast. Ouais et pour en avoir fait plusieurs justement, de ces Mmh. dîners, je trouve que c'est le prolongement de ce que tu dis. C'est-à-dire que ce lien que tu crées avec tes invités
pendant l'enregistrement d'un podcast. Mmh. En fait, finalement, c'est un peu cette convivialité-là, le fait de se faire confiance, parce que pour l'invité, c'est aussi un saut dans le vide, quoi. Parce qu'on a beaucoup parlé de ton prisme à toi, de te lancer Ouais. là-dedans, mais pour l'invité, c'est aussi de faire confiance, se dire: «OK, est-ce qu'il va sortir un peu le meilleur de moi-même, ou pas?» Et je trouve que du coup, ensuite, faire ces dîners, bon après moi, je suis la plus grande partisane des Toi, dîners, toi, donc tu les dîners. Ça, on le sait, en plus, on a fait ton activité. exactement. Mais au-delà de ça, au-delà du format dîner, je trouve que tes dîners à toi, en l'occurrence, sont le prolongement de ce qu'on ressent Mmh. et ce que tu décris Ouais. là, donc Et tu vois, ma plus belle réussite, ce serait de me dire, et c'est même pas ce serait, c'est parce que ça arrive, c'est mes invités échangent entre eux sans moi. Tu vois, ouais, à table, je suis pas là presque, ils ont des conversations sans moi, et j'en ai, et ils m'envoient des photos où ils se réunissent, tu vois? Parfois sur le groupe WhatsApp avec les invités, il y en a un qui prend une photo, à tel endroit, ou, je sais qu'ils se font des dîners, ils me disent: «Ah tiens, j'ai dîné avec un tel» et cetera. Génial en fait, moi, de créer quelque chose qui soit pas dépendant de moi, ça me va aussi. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir inculqué cette énergie-là et que ça amène quelque chose de positif pour tout le monde. ouais, et puis pour préciser, quand tu parles du groupe WhatsApp, c'est que tu as lancé un groupe WhatsApp avec Oui, tous les invités du ouais. podcast, donc on peut Pas trop le échanger, dire, c'est secret, parce dessus. qu'après il va m'être demandé, Aïe, aïe, aïe. Mais mais moi, il c'est mon épisode, je fais ce que je veux, Maxime. Donc si je veux dire ça, OK. je dis ça, d'accord? Est-ce que tu aurais une anecdote sur ce que j'imagine qu'il y a des invités qu'on rêve un peu d'avoir. Est-ce que, pour les contacter, tu as une anecdote sur, une manière peut-être un peu loufoque d'avoir contacté quelqu'un ou pas forcément? Ou est-ce que, Hem, non, mais ça me fait penser qu'il va falloir que j'en contacte quelques-uns, parce que j'ai quand même des noms, qui reviennent très souvent. ouais, J'ai pas fait l'effort de les contacter. Je crois assez aussi que les choses doivent arriver, tu vois, à un certain moment. Donc j'ai pas forcément poussé. Typiquement, le grand nom chez moi, c'est quand même Sébastien Bazin, qui est cité, je crois, au moins 8 voire 9 fois maintenant par des invités différents. Donc j'ai dit, et je m'y engage, que ce podcast ne s'arrêterait pas tant qu'on n'aura pas Sébastien Bazin. Je dis droit OK, face à la caméra: «Je n'arrêterai pas je suis tant que témoin. je ne l'aurai pas eu», mais je ne l'ai jamais contacté. OK. Donc il risque pas d'arriver tout seul, et à la fois, à force de m'entendre, il y a bien des gens qui le connaissent, qui vont lui avoir parlé de moi, et donc je sais que ça va se faire. Sinon, pour contacter les personnes, franchement, c'est assez facile, parce que en fait, c'est un petit peu un vice caché. On aime quand même tous, même quand on dit qu'on est timide, on aime tous un peu parler de nous. Il y a un Ouais, ouais. côté égo, et donc quand, tu tout petit en podcast, les gens n'ont pas forcément le temps, mais tu vois, maintenant quand je contacte quelqu'un et que je leur dis: «J'ai envie de vous avoir sur mon podcast», la plupart sont, soit honorés, soit à minima contents de venir. Ça m'arrive quasiment jamais, ça, je crois que ça m'est arrivé une fois, quelqu'un refuse en disant: «Je pense que vraiment j'ai pas suffisamment de valeur à apporter dans ton Ah podcast». oui, c'est fou. Spoiler, je pense que cette personne se trompe, Ouais. hem, Si elle nous entend. si elle nous entend, mais pour autant, tous les autres, sinon, elles sont plutôt très contents de venir dans le podcast. OK, ouais. Oui, puis tu donnes enfin, faut rappeler aussi que ce type de podcast, c'est un cadre assez chouette et assez sécurisant pour Bien communiquer de sûr, manière différente, quoi. ouais, Et parfois, ce que tu disais, il y a un petit peu ce vice de on aime bien parler de ce qu'on fait, mais parfois on ne sait pas comment le faire et on n'a pas envie que ça soit de manière présomptueuse ou, complètement. arrogante et je pense que du coup, c'est aussi le genre de cadre qui permet de le faire de manière beaucoup plus, Mmh. naturelle. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Je pense que donc là, au bout de 150 épisodes, Maxime, tu as maintenant encaissé un nombre d'informations. Parce que là, on est revenu sur, comment tu es arrivé au podcast, comment ça se passe dans les coulisses, les souvenirs que tu en as. Mais c'est vrai que finalement, ce sont des mines d'or, c'est-à-dire que Ouais. chaque épisode, chaque rencontre que tu fais, c'est intellectuellement hyper stimulant, parce que Mmh. j'imagine que toi-même, tu es le premier à apprendre aussi énormément et tu le disais, parfois ça ne c'est pas que dans un sens, c'est dans les 2 sens, c'est les conversations, entre toi et l'invité qui en font la richesse. Moi, j'aimerais qu'on creuse un peu dans ces apprentissages-là, parce que je pense que c'est ce qui intéresse aussi tout le monde, c'est d'avoir un peu ta vue d'avion sur tout ce que tu as, assimilé, comme apprentissage et peut-être que pour commencer à parler de ça, moi j'ai le sentiment que on a des réponses intéressantes et on a,
par rapport aussi aux questions qu'on pose et que tu as cette qualité-là, Mmh. c'est de sortir cette valeur-là des personnes. Donc avant de plonger là-dedans, est-ce que toi, tu aurais des conseils, ce que tu partages sur, un peu poser les bonnes questions, Ouais. à En tes fait, je invités? pense que, hem, oui, aujourd'hui, j'ai une posture de podcasteur et d'intervieweur, si on peut le dire comme ça, mais j'ai avant tout une posture d'expert et je pense que c'est ça la force, Ouais, c'est que je suis un expert qui parle à un autre expert et avec un lien qui est la passion de notre métier de l'hospitalité avec un grand H. Donc en fait, si tu écoutes mon podcast, et admettons que tu ne sais pas, que c'était sur mon podcast, bah, tu as juste l'impression d'avoir 2 passionnés qui parlent ensemble. Oui, je vais donner la parole principalement à mon invité, mais moi aujourd'hui, je ne me prive pas, de donner aussi mon commentaire, de rebondir, de pas être d'accord si je suis pas d'accord, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte notamment avec les épisodes solo. Mes épisodes solo marchent aussi bien, voire mieux que mes épisodes duo et ça, typiquement, je l'aurais jamais compris sans mon podcast ouais, manager qui me dit: «Maxime, regarde un peu les statistiques, là aujourd'hui, ton audience, elle attend, ton expertise» et donc tu vois, j'ai commencé à changer ma posture et on m'a fait remarquer très récemment qu'au début, je m'effaçais beaucoup derrière l'invité pour lui laisser la place. J'espère que je fais encore ça, hein, je veux pas prendre toute la place, mais on a une posture d'égal à égal. Tu vois, j'assume le fait que moi, j'ai mon expertise, j'ai ma vision et que je peux amener les choses. Le conseil, Hem, évidemment, ce serait de bien travailler ses interviews. Pour moi, une interview, on a l'impression qu'il y a pas de préparation, c'est qu'elle a été bien préparée. ouais. Donc je pense que le gros boulot, il est aussi là. Je le disais, aujourd'hui, tu le fais vite, hein, c'est 30 minutes ou 1 heure, une préparation d'épisode. Les premiers, c'était pas le cas, hein, c'était 3, 4, 5 heures, pour préparer un épisode et après, hem, il y a des meilleures questions que d'autres probablement. Moi, je pose surtout les questions que j'ai envie de poser. Tu vois? J'essaie pas d'être poussé par, je qu'est-ce qu'il faudrait dire pour, un truc qui fasse cliquer? Je pose les questions que j'ai envie de savoir sur la personne qui est en face de moi et comme le sujet me passionne et probablement que la personne, elle est aussi passionnée par cette thématique, en fait, tu as ce truc-là et après la conversation se fait, je rebondis et ça nous permet d'aller très, très loin dans un sujet, tu vois? Donc je pense qu'il faut, un travailler en amont, 2 hem être guidé par ce qu'on a envie de savoir. Quand tu as toujours cette passion fil conducteur, finalement, ça t'emmène à plein d'endroits et après juste être curieux et comme je me mets peu de contraintes, notamment par l'heure, par, tu vois, le nombre de questions que je pose et cetera, bah, ça permet d'avoir un champ assez libre des possibles. Contrairement à peut-être une épisode de radio de 15 minutes, ce qui moi me frustre, c'est qu'en 15 minutes, je suis incapable de sortir l'essence de ce qu'a mon invité. Alors qu'en 1 heure, je suis capable d'extraire un maximum de choses. Oui et puis il faut rappeler et ce que tu disais tout à l'heure, quand on a un podcast entre guillemets «niche», c'est-à-dire qui est quand même très précis, enfin Ouais, sur une cible précise, tu as une audience qui va avec et tu as une audience qui est assez qualifiée et qui en fait n'aurait peut-être pas vraiment de «valeur» entre guillemets à écouter tes podcasts, oui, si tu survolais les sujets ou que tu en parlais de manière peut-être oui. un peu plus mainstream pour que un large public puisse comprendre ce que tu dis. Alors qu'en fait, là, tu as déjà des gens, de manière générale, c'est ce que je comprends, qui sont quand même hyper à l'affût de ces sujets, qui sont Complètement. eux-mêmes dans cet écosystème, qui sont des professionnels, des experts eux-mêmes. Je pense que tes invités sont autant tes auditeurs, en Oui. fait et donc du coup, pour que ça soit intéressant pour eux, c'est sûr que ce qui les intéresse, c'est d'aller creuser les conversations et pas simplement Mais de ça, c'est une rester, vraie là. difficulté d'ailleurs. Ouais. C'est que j'assume aujourd'hui que je suis un podcast d'experts. J'assume le fait d'être, un podcast hôtelier et qui plus largement touche l'hospitalité, mais mon ADN, c'est l'hôtellerie-restauration bien sûr. Et la difficulté, c'est comment tu fais pour onboarder, pour faire venir des nouvelles personnes qui n'ont pas ce niveau d'expertise et qui se retrouvent à 150 Mmh. épisodes. Donc oui, il y a un challenge là-dessus, mais à la fois, comment tu fais pour garder, au bout de 150 épisodes, des gens qui t'écoutent déjà depuis 4 ans? Donc moi, j'ai fait ce choix et c'est toujours la même chose, de faire des choses pour moi. C'est très égoïste, mais en fait, moi, j'ai envie de continuer de grandir dans mon podcast. Donc je vais pas systématiquement poser la même question aux personnes, si j'ai déjà répondu à cette question 100 épisodes en arrière. Donc je vais poser d'autres questions ou les amener d'une autre manière pour creuser et je vais amener des réflexions que j'ai déjà eues dans d'autres épisodes pour qu'on survole pas ça, mais qu'on aille directement à l'étape suivante, tu vois? La partie de réponse suivante. Donc et je pense que mes auditeurs, mes insiders, ils grandissent avec moi. Ceux qui arrivent en chemin, ils peuvent absorber ça et
s'ils veulent pas consommer un épisode entier, parce que j'ai conscience qu'un épisode, tu vois, comme là, peut-être qu'au bout de, je sais pas, 45 minutes, on aura perdu une partie, des gens, mais ils peuvent aussi nous découvrir avec un extrait vidéo sur Instagram, qui Ouais. soit va résumer, soit va les amener, soit la fiche bonus dont je parlais tout à l'heure qu'ils vont pouvoir télécharger qui résume, un carrousel, sur LinkedIn, par exemple, où on fait aussi des extraits audio, maintenant, qui vont durer 15-20 minutes, qui sont un raccourci d'un passage et ça, tu le retrouves aussi sur mon podcast et tu vois, une fois par semaine, souvent c'est je crois le lendemain, de l'épisode, on sort un extrait comme ça, un peu plus court, qui est plus digeste aussi. Donc on répond un peu à tous les besoins. Tu as de l'écrit avec un article de blog ou une fiche bonus à télécharger, tu as de la vidéo très courte, tu as de l'audio long et en plus je t'en fais, une newsletter, 1 semaine sur 2 ou toutes les semaines qui te permet de garder ça dans ta boîte pour quand tu auras envie de le lire. Donc là, il y a aucune excuse pour ne pas Aucune cliquer à ce excuse contenu. Là, pour pas ça consommer. suffit, le message est passé, c'est très clair. Toi, quels sont, tu dirais, les justement, donc tout cet apprentissage-là, tous ces échanges, quelles sont un peu les leçons qui t'ont le plus marqué? Est-ce que tu vois s'il y a des apprentissages que tu as faits? Notamment, là, je parle vraiment du contenu, dans ce qui s'est partagé, dans les retours d'expérience que tu as eu d'autres experts, dans même les réflexions que ça t'a fait avoir toi-même. Est-ce qu'il y a des échanges qui t'ont particulièrement marqué? Alors, la leçon au-dessus de tout, je pense, c'est prendre le temps des échanges longs. Il y a une vraie valeur là-dedans. À un moment, j'ai failli un peu perdre mon âme et rentrer dans du podcast 15 minutes parce que les hôteliers n'ont pas le temps. Ils me le disent: «On n'a pas le temps de consommer» et cetera et en fait, quand tu as une conversation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec quelqu'un, en 15 minutes, tu peux pas sortir l'essence de cette personne. En 1 heure, en 2 heures, tu peux le faire et donc je préfère faire ça, garder un temps long et après redécouper pour que les personnes puissent consommer d'une manière ou d'une autre. Mais continuer de valoriser le temps long qui sont de plus en plus rares. C'est tellement rare un CEO, pour prendre ce genre de profil, qui n'ont jamais 1 heure à l'arrêt. Moi, ils viennent dans la pièce en face de moi, je leur dis: «Maintenant, tu mets ton téléphone en mode avion». J'ai annoncé que ce sera 2 heures de bloqué. Personne ne peut rentrer dans la pièce pendant 2 heures et j'ai la personne en face de moi pendant 2 heures. Donc valoriser un temps long, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est une vraie leçon et accumuler des connaissances. En fait, ce qui fait la force, c'est pas un épisode. Ce qui fait la force, c'est 150 épisodes et l'évolution, l'amélioration continue, tu vois, que j'ai faite à chacune de ces étapes. Donc le process, en fait et ça, c'est vraiment une leçon, à partager à tout le monde, c'est trust the process, croyez au processus, d'amélioration continue et épisode après épisode, vous allez vous améliorer contenu après contenu et d'ailleurs en les créant bien sûr, mais aussi en les consommant, tu t'améliores, parce qu'en fait tu apprends plein de choses. Il y a pas un épisode où tu vas dire: «Waouh, là j'ai tout compris, Mmh. ça y est, j'ai une révélation». Par contre, à force de produire toutes les semaines, de consommer plein d'autres contenus eh bien, je pense que j'affine ma vision, j'affûte un petit peu, tu vois, ma lame, de connaissances et je deviens de plus en plus, bah, aiguisé pour, reprendre cette analogie-là. Ouais, complètement et est-ce que je sais que tu as publié récemment, un livre blanc Mmh, et qui justement enfin alors pas que, parce qu'il y a aussi toute ton expertise de toi et de ta oui, carrière, mais qui reprend j'imagine aussi, des leçons clés, enfin, que tu as eues du podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et peut-être nous teaser un peu, bien sûr. quelques Ouais, apprentissages clés? donc le livre blanc qui s'appelle Le Carnet, hein, alors au début, je l'avais appelé livre blanc d'ailleurs pour l'anecdote et en fait, je trouvais que c'était un peu vide de sens, livre blanc et j'aimais bien la notion de carnet, comme si c'était OK. un carnet avec mes prises de notes. Parce qu'en fait, c'est ça. On a mis 4 saisons de podcast, on s'arrêtait donc à la 4e, hem, à l'intérieur, synthétisés, en sélectionnant des épisodes à travers des piliers principaux, des piliers qui, moi, me passionnent et qui, en fait, sont présents dans mon podcast et là aussi, en discutant avec Gaël, c'est lui qui a identifié ces piliers. Il me dit: «Mais ça, on les retrouve systématiquement et c'est pas tout le temps tous les mêmes piliers». Mais donc il y a, des piliers, évidemment l'excellence de service, alors ça pour le coup il est Mmh. affiché, mais je parle très souvent de leadership ou de management et je différencie même un peu les 2 en fonction des profils que j'ai en face de moi, et d'engagement et l'engagement ça englobe quoi? Eh bien, tous les sujets bien sûr de RSE et de développement durable qui chez moi est une thématique très forte, mais aussi enfin, donc développement durable pur, mais aussi les autres sujets de la RSE que sont l'humain, tu vois? Le social, le sociétal, qui sont essentiels. Donc l'engagement est un pilier, est un des 4 piliers que tu retrouves dans ce carnet et en bon carnet, oui, il y a
les apprentissages des épisodes que j'ai enregistrés avec des invités, mais aussi les miens et ma vision. Donc c'est comme, voilà, si je t'avais pris, 4 ans de notes que je mettais en synthèse là-dedans, et c'est aussi une autre manière de consommer. Si tu arrives aujourd'hui, et bien plutôt que de, avaler, 150 épisodes, et bien tu vas acheter le carnet et tu vas avoir cette synthèse-là, et si tu as envie d'aller plus loin, bah, dans le carnet, il y a des QR codes qui te permettent d'avoir toute la playlist qui est liée à cette thématique, qu'on continue d'alimenter, toutes les semaines, et peut-être que ça va te donner envie d'aller, consommer d'autres contenus ou faire le lien avec d'autres parties de mon activité, comme mon académie, avec, ma plateforme de formation en ligne, où il y a une communauté où tu vas pouvoir échanger avec d'autres professionnels. Donc tu vois, toutes ces pièces-là sont extrêmement, liées, et le carnet, en fait, est venu assez naturellement synthétiser ces 4 ans de travail. Et je tease pas quelque chose auquel j'ai pas, complètement pensé, mais il y aura probablement d'autres versions, soit saison par saison, soit période après période, tu vois, qui viendront aussi. Oui, parce que les échanges ne s'arrêtent pas là, donc en fait, ils vont Exactement. continuer et il y en aura. Exactement, et en fait, si, tu me découvres en 2030, et j'espère que je serai encore là en 2030 et j'aurai Oui. continué à, produire du contenu, eh bien, ça va être difficile pour toi, d'absorber d'un coup 500 épisodes. Mais si tu as d'autres, contenus, eh bien, tu peux en absorber la substance, tu vois un peu la moelle, l'essence pure, à travers d'autres formats que peuvent être un carnet, pourquoi pas un livre, un film, je sais pas, il y a plein de manières, mais d'emmener, c'est toujours la même logique, hein, la connaissance vers l'auditeur, le lecteur, l'insider. Et est-ce que ça arrive souvent, parce que forcément quand on parle d'apprentissage et du coup de ce que tu as intégré, dans ce carnet, est-ce que ça arrive souvent d'être surpris ou en tout cas de pas partager, bon, je parle pas philosophiquement des valeurs, sachant de toute façon que tu les inviterais sur ton podcast, mais en tout cas sur des approches de à la base, ne pas être aligné sur le point de vue d'un de tes invités? Mmh. Est-ce que ça a été source d'apprentissage pour toi aussi? Mmh. Ou alors en fait tu te rends compte que finalement, tu es plutôt aligné avec l'ensemble de tes invités Ouais, ou? je sais pas si c'est un biais de, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs ce biais, je l'invente auquel cas, mais un biais journalistique ou d'intervieweur. Ouais. Mais comme je suis très en empathie, que je me mets beaucoup dans les chaussures de mon invité, je suis souvent assez d'accord avec lui, OK. pendant l'épisode. Ce qui est pas le cas après, si je vais le réécouter ou si j'écoute un autre épisode d'un autre invité qui a pas tout à fait le même avis. Et là je me dis: «Attends, ce qu'il m'a dit machin, c'est pas complètement vrai, ou je suis pas complètement d'accord». Ouais. Donc, je suis souvent d'accord au moment T, mais, par contre, si je le suis pas, je me garde aussi la possibilité de le dire, et je pense que ça amène aussi de la valeur, tu vois? De recorriger, et cetera, et cetera. Ouais, de pas être complètement, aligné. Donc globalement, je le suis, parce que je suis dans cette posture-là, mais, mais pour moi, c'est complètement OK qu'il y ait du débat, qu'il y ait, des contradictions aussi, qu'il y ait des paradoxes, et j'ai les miens aussi. Et ouais, de me mettre parfois en opposition avec la personne que j'interviewe, quoi. Ouais, c'est ce qui fait la richesse, d'ailleurs, Clairement, de n'importe quel échange, ouais. J'ai pas envie que ce podcast devienne une propagande et qu'il Mmh. passe un message, qui soit toujours le même, clairement pas. OK, bon, très bien, nous voilà tous rassurés alors. Est-ce que, tu disais, justement si on découvrait le podcast, enfin que le carnet c'était un peu une bonne chose aussi pour aller plus loin. Est-ce que, et je sais qu'on n'aime pas toujours répondre à cette question, mais si tu avais un épisode, pas forcément ton préféré parce que Mmh. je ne veux faire absolument pas de jaloux, mais celui qui peut-être reflète pour toi le plus l'image d'Hospitality Insiders, ce que tu essaies de véhiculer. Tu parlais de l'importance pour toi de la qualité de ces échanges-là. Est-ce que tu as un épisode qui te vient et que tu inviterais tout le monde à aller écouter? Wow! C'est dur ça, hein. Ouais, je sais. Bon courage. Si je veux gagner des points auprès de toi, je vais dire l'épisode avec Mathilde Barouin. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut Ça que tu me marchera dises autre pas. chose. Hem, écoute, j'ai pas un épisode qui me vienne en tête, comme, encore une fois, je pense pas qu'il y ait un épisode de révélation. Il y a un peu des séries, sur des thématiques. Hem, je pense qu'en fonction de ce qu'on vient chercher, tu vois? De vraiment ce qu'on veut, est-ce que c'est du leadership? Est-ce que c'est plutôt partie engagement? Est-ce que c'est pure excellence de service? On peut aller vers, telle ou telle personne, par exemple, sur les MOF. Je commence à avoir interviewé quelques MOF, et là je voudrais faire une série, tu vois? Interview avec, des meilleurs ouvriers de France, et peut-être en faire une sous-thématique ou un fil, mais ça va probablement intéresser que ceux qui veulent aller dans ce sujet-là. Hem, Tu as esquivé ma question, ouais, Maxime. j'esquive parce que J'espère c'est que dur, tout le hein. monde est conscient que tu viens d'esquiver ma question. C'est très dur d'en citer,
d'en citer un, tu vois, je me souviens d'un épisode avec, Laurent Branover, tout au début où, enfin, on était en larmes, alors qu'on était à distance en plus, tu vois? Très vite dans le Ah podcast. ouais. Donc tu te dis: «Waouh», et ce monsieur, enfin, qui est en plus devenu un mentor pour moi, qui a une grande importance, tu vois? Hem, m'a énormément touché et ça fait partie de mes épisodes préférés. Je suis pas sûr que quelqu'un qui irait l'écouter serait touché comme ça. C'est probablement aussi parce que ça résonnait chez moi à ce moment T de ma vie. C'est pour ça que c'est un peu dur de te donner une réponse OK, et mais c'est c'est même intéressant quand pas même. Je ouais. trouve que c'est en tout cas, c'est un bon conseil d'épisode, Ouais, allez à aller écouter, écouter. l'épisode avec Laurent Branover et vous me direz si vous aussi ça vous a mis les larmes aux yeux et si vous aussi ça vous a amené plein de réflexions. OK, bah, top. Bon, je savais que la question était un peu piège et que ça Mmh. serait un peu dur. Du coup, je me suis dit que j'allais en choisir des invités pour toi. On Hein, hein. parle, depuis tout à l'heure, on se projette dans le futur et on dit, «Qu'est-ce que tu feras au 300e épisode?» Et moi, je me suis dit: «Et si on regardait un petit peu en arrière, nos 150e, si tu divises par 2, il me semble que ça fait 75». Pas mal. Donc voilà, j'ai fait les maths. Et alors c'est du hasard, je promets. Est-ce que tu non, tu ne vas pas savoir qui était Le 75e? ouais, Oh non. c'est une femme. Alors je n'ai pas fait exprès, c'est le hasard du chiffre. Elle s'appelle comme moi. Elle s'appelle Mathilde Mathilde. et elle avait un petit message, Allez, elle avait une petite très joli question, ça. à te poser. Alors, c'est juste ici. Salut Maxime, tu as annoncé il y a quelques jours que tu serais bientôt papa. Donc en tant que futur papa, à quoi ressemblerait pour toi l'excellence de service d'un hôtel qui accueille de jeunes parents? J'ai hâte d'entendre ta réponse et encore félicitations. Excellent. Mathilde Rancourt, Ouais. avec qui on a fait un super épisode sur des sujets de sophrologie et d'expérience audio dans les hôtels. J'avais beaucoup aimé ça. Mmh. Alors la question donc déjà, merci de parler de ma future paternité. Ça, c'est un sujet sur lequel, là, pour le coup, c'est moi qui ai beaucoup à apprendre, et d'ailleurs, je consomme plein de podcasts à ce sujet pour m'y préparer. À quoi ressemblerait un hôtel qui, sait s'adapter à cette clientèle-là? J'ai pas encore conscience de tous les challenges de parents, mais dans les plus évidents, déjà des espaces, tu vois, allongés pour pouvoir changer ton bébé. Alors les trucs tout simples, hein, mais déjà en avoir chez les hommes comme chez les femmes, mais pas juste une table allongée, peut-être avoir, des couches, tu vois? Parce que tu peux te retrouver, je sais pas, à court de couches, mettre des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu le côté matériel, peut-être avoir aussi des espaces au calme dans la restauration pour que tu puisses avoir ton enfant, il puisse un peu pleurer, mais que toi tu gênes pas tout le monde. Donc peut-être, tu vois, avoir possibilité un peu de t'isoler ou la façon dont la salle est construite, que ça absorbe, bien le bruit. Pareil pour les chambres, proposer, des chambres avec, je sais pas, un cododo, avec, de quoi, accueillir, ton enfant, encore une fois, le changer ou avoir un couffin comme ça, tu pas obligé de tout amener. Pourquoi pas proposer aussi, une location ou une mise à disposition de poussettes, tu vois, pour les clients qui sont, voyageurs ou poussons l'expérience, je ne pensais pas parler de ça un jour dans mon podcast, mais tu vois, Non, moi non. qui suis sportif, tu l'as dit tout à l'heure, je me renseigne en ce moment pour l'achat d'une poussette course à pied, puisque ce sont des poussettes spécifiques. Eh bien, quand tu te balades et que tu vas en train, par exemple, dans un hôtel, tu n'y vas pas avec ta poussette spéciale course à pied parce qu'elle est très encombrante. C'est des poussettes qui font 20-25 kilogrammes, et par contre, si l'hôtel en a à disposition, comme un vélo à disposition, eh bien, pour moi, c'est un vrai argument de choix parce que je sais que je vais pouvoir aller faire mon footing avec mon enfant sur Et on place. sait que tu pourras transmettre ton addiction dès sa plus tendre enfance à ton Évidemment, bébé. D'accord, évidemment. OK. Je Et après, il y a évidemment la partie service. Là, on a parlé vraiment de le produit que tu proposes, hem, du personnel qui soit formé à ça, s'occuper des enfants, en tout cas les accueillir. Et quand on dit enfant, il y a enfant nouveau-né, mais comment tu traites avec un enfant de 5 ans ou de 10 ans? Donc vraiment de travailler, l'accueil là-dessus, de leur proposer aussi, des jeux en fonction, de leur âge, hem, des activités aussi, tu vois, pour les interagir un petit peu avec eux, pour leur faire vivre une vraie expérience à l'hôtel, pour leur donner goût. Je pense qu'il y a un vrai champ des possibles.
Génial. Du coup, je trouve que c'était une bonne démonstration par l'exemple de OK. comment on met de l'apprentissage dans ces Mmh. podcasts et comment toi aussi tu as la casquette, expert. Et je trouve que, enfin, pour un peu conclure ce que tu disais sur, tout le contenu que tu as absorbé, des échanges, ça se joue autant sur ton expertise à toi que celle des invités que tu reçois. Mais je trouve qu'il y a aussi un autre, d'autres outils dont tu te sers pendant tes podcasts que tu as pas mentionné, mais que moi, en tant qu'invitée, j'ai pas mal apprécié. C'est que tu demandes à tes invités de choisir notamment, de recommander un livre qui Oui. les a marqués. Donc forcément, je n'ai qu'une envie, c'est de te demander à toi de te poser enfin cette question. Quel est le livre que tu conseillerais de lire? Que c'est Dieu. Et c'est pas du tout déloyal de te la poser sans que tu l'aies préparée parce que ça fait 150 fois que tu poses cette C'est question aux vrai. gens, Maxime. Donc tu peux pas ne pas y avoir Et déjà pensé. dans les contenus à consommer, il y a une bibliothèque. Mais tout à Il y a une fait! bibliothèque des invités qui est sous tous les épisodes, que je propose, que tu peux télécharger avec tous les livres cités par chaque invité. Là Écoute, aussi, c'est un gros boulot. il gagne du temps sur sa réponse. Je gagne du temps sur ma réponse. J'en ai plusieurs, qui m'ont beaucoup plu. Là, spontanément, évidemment, je vais pas retrouver le titre, mais j'ai au moins l'auteur. Je suis un fin admirateur, de Yvon Chouinard, qui est le fondateur de la marque Patagonia, Mmh. qui avant, d'être un entrepreneur brillant et aussi un sportif, qui vient notamment de l'escalade et du surf, qui a créé aujourd'hui donc une entreprise qui est Patagonia, que tout le monde connaît, qui est forte de valeurs, qui à mon avis sont enfin essentielles donc déjà de protection de la planète puisqu'il voulait en fait tout simplement protéger son terrain de jeu. Hem Et il a créé une boîte qui est aujourd'hui, valorisée à, des millions, dont il assure la transmission. Il n'a pas juste cherché à s'enrichir et son parcours, il le raconte dans une biographie dont j'ai plus le titre, faudrait que je te la redonne. J'ai adoré ce livre parce que c'est aussi bien une leçon d'entrepreneuriat que d'écologie, que d'équilibre de vie. Il avait créé sa boîte tout au début et en fait, en fonction des vagues, tous les employés de l'entreprise arrêtaient de bosser pour aller surfer les bonnes vagues parce qu'en fait, le surf, c'est très aléatoire et donc tu vois, de créer une entreprise qui fasse une proposition à ses collaborateurs autour d'un style de vie qui lui correspondait et qui correspondait à ses collaborateurs. Ça pour moi, c'est un vrai rêve et c'est quelque chose de ouais, dont je m'inspire beaucoup. Bah, génial, et bien, j'aimerais qu'il soit ajouté à la bibliothèque, ce À livre, s'il te ajouter à la plaît. bibliothèque, avec OK, plaisir. génial. Il y a aussi une question que tu poses dans tous tes podcasts. Oui. Tu demandes toujours, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, tu demandes toujours à tes invités de te recommander le prochain invité. Moi, j'aimerais du coup un peu twister la question, et te demander, en fait, quelle rencontre tu aimerais faire? Quelle est la prochaine que tu aimerais faire? Oui. J'enlève d'office Sébastien Bazin Ouais, parce parce que qu'il est c'est trop facile. ouais, C'est exactement. trop facile. Hem, J'aimerais beaucoup avoir Thierry Marx. OK. Que je trouve passionnant en tant que cuisinier avant tout, entrepreneur et aujourd'hui, patron de Lumi et qui a un vrai rôle dans ce qui est de redéfinir, l'hôtellerie, d'aujourd'hui et de demain. Qui je pense, enfin vit des moments difficiles parce que j'aimerais pas du tout être à sa place, parce qu'il y a un côté très politique dans son rôle et ça m'intéresserait, tu vois, de pouvoir avoir cette conversation avec lui et lui en plus est un vrai exemple d'extraction sociale à travers la cuisine et l'entrepreneuriat. Il est passé de, enfant des quartiers, hem, à la personne qu'on connaît aujourd'hui et pour m'être beaucoup intéressé à son sujet, avec aussi une pratique du sport qui lui a amené la rigueur, la discipline. C'est un judoka accompli. Donc je pense qu'on a énormément de parallèles entre lui et moi et je serais très, très content d'aller creuser ça. Génial. Tous les chemins mènent au sport, je vois. Tous les chemins mènent, au sport. Allez, absolument. Et du coup, d'ailleurs, c'est une bonne transition, enfin, de parler du sport parce que je trouve que là, on a forcément, et c'était l'objet de cet épisode, de célébrer ton 150e épisode de podcast. Mais en fait, Maxime Blo, c'est un choc que je vais annoncer aux auditeurs. Tu ne fais pas que le podcast, en Non. fait. Ce n'est pas toute ta vie. Alors, on a compris, on a saisi qu'il y a le sport aussi, mais quel est le reste de ta vie professionnelle? Parce De ma vie que je pense professionnelle. que Ouais. souvent, et quand on te connaît via le podcast, on ne sait pas forcément
tout le reste de ce que tu fais Ouais, alors que absolument. c'est assez dense. Et surtout que le podcast et ce qu'on va appeler le pôle média avec tout ce que j'ai Ouais. raconté, c'est même pas la moitié de mon activité en effet. Exactement et donc j'aimerais bien là, Ouais. si tu veux bien, que tu nous racontes un peu quelles sont les activités de Maxime Lo, quoi? Écoute, mon activité, principale ou une semaine type si tu veux, c'est beaucoup d'échanges avec mes clients, soit autour de thématiques de formation. Donc j'ai une très grosse partie enfin une casquette de formateur, où je fais des formations en présentiel dans les établissements, où je vais former les collaborateurs à ce qu'on va appeler de l'excellence de service, mais ça va de fondamentaux de l'accueil, à de la gestion des réclamations, des sujets plus avancés. Ça sont un peu les formations, on va dire catalogue qu'on retrouve, chez beaucoup de formateurs. Ouais et là donc pour qu'on soit, Ouais. clair, enfin donc tu te déplaces, c'est ça? Et Et là, c'est tu du vas présentiel. OK, Je ouais. me déplace, mais aujourd'hui, on va pas peut-être tout détailler tout ce que je fais parce que bon, c'est pas forcément le plus passionnant, mais comprendre dans sa globalité, c'est que j'essaye de mettre en place des accompagnements le plus long terme possible maintenant Mmh. avec mes clients. Contrairement à avant où je venais faire cette formation, catalogue qui m'avait été demandée, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de résultats sur la durée et ça, grosse frustration pour moi. Donc aujourd'hui, ce que je fais, un accompagnement type, c'est un client me contacte, je lui propose de faire un audit de son établissement. Expérientiel, donc moi en tant que client, où le premier challenge, c'est s'il est mystère de pas me faire, choper Ouais. et si je me fais découvrir, tant mieux, ça veut dire que les collaborateurs s'intéressent aussi, à leur sujet. Derrière, je fais un audit terrain où je vais comprendre cette fois-ci côté un peu back office, discuter avec les collaborateurs, comment ils fonctionnent. Ça me permet d'avoir une image un petit peu à moment T. Faire une feuille de route, tu vois? Un plan d'action qui, généralement, elle va être composée soit de conseils s'il y a un besoin, implémenter un logiciel, travailler sur des signatures de services si c'est pertinent ou, hem, mettre en place des formations sur mesure en fonction du besoin. Et souvent, je fais des formations pour un peu tous les collaborateurs, mais aussi du coaching. Donc là, le coaching, c'est plus spécifique, c'est de l'individuel et je vais cibler un, manager, chef de service, d'ailleurs c'est pas moi qui le cible, c'est le dirigeant qui va me dire: «En fait, on vient de recruter ou de faire monter un tel en tant que directeur de la restauration. La personne est un peu légère en leadership, elle vient de prendre son poste, elle est pas très à l'aise et moi je vais accompagner cette personne en one to one pendant plusieurs mois, en présentiel et en distanciel, en visio, avec des séances de coaching». On les appelle coaching, mais j'ai une posture pour ceux qui s'intéressent vraiment au coaching, plutôt de consultant business. C'est-à-dire que celui qui vient en coaching avec moi, il s'attend pas juste à ce que je lui pose des questions, il veut aussi que je le secoue un petit peu. En tout cas, c'est ce que veut la direction. Donc j'essaie de trouver un équilibre entre cette posture traditionnelle du coach, tu vois, un peu très juste à l'écoute, et à la fois amener cette expertise, du meilleur ouvrier de France, consultant qu'on a envie d'avoir, pour leur donner des conseils actionnables. Et la dernière étape de ces accompagnements, bien sûr, après je fais des visites qualité pour, m'assurer que tout fonctionne, mais je mets aussi en place une autre brique qui celle-ci est nouvelle de cette année, qui est l'académie, avec de la formation en ligne. Parce que là, dans tout ce que je t'ai dit, j'ai pu former un certain nombre de collaborateurs en fonction du temps et du budget qui était alloué, mais on a un turnover. On a des nouveaux collaborateurs qui arrivent et donc tout cela, on peut leur mettre un accès à ma formation en ligne qui s'appelle les fondamentaux de l'accueil et donc ils vont avoir ces fondamentaux. Ils vont être formés au fur et à mesure. Donc dès qu'on a un nouveau collaborateur, il va se former et quand il se forme, c'est pas un vulgaire e-learning, il a des mises en pratique avec des exercices que je corrige moi-même. Donc ça me permet, si tu prends une année complète, de suivre un établissement avec tous les collaborateurs que j'ai vus en présence, les managers que je coach et les nouveaux entrants que je vais suivre à travers l'académie. Quand je reviens 3 mois plus tard dans une visite qualité, je les connais parce que je les ai vus sur l'académie. Ils ont fait leurs exercices et après ils ont accès à une communauté en ligne, ils vont pouvoir poser des questions à moi et à d'autres et on continue d'interagir comme ça. Et aujourd'hui, c'est la formule la plus complète que j'ai Ouais. trouvée en termes d'accompagnement long terme pour essayer de faire vraiment monter un peu le niveau de jeu, dans un hôtel. Si au bout d'un an, ils considèrent qu'ils ont plus besoin de mon accompagnement, on arrête. Ils peuvent garder l'académie parce que finalement, ils auront toujours des nouveaux collaborateurs et là, c'est pertinent ou arrêter s'ils considèrent qu'ils ont eu suffisamment. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités et c'est ce qui, moi, me fait plaisir parce que j'ai l'impression d'amener de la valeur et ça, c'est toujours très essentiel chez moi. Hem, il y a des vrais résultats et à la fois, c'est quelque chose qui est aussi rentable puisqu'en fait, il y a une certaine récurrence et j'ai un client, sur du long terme. Donc pour l'instant, c'est le combo le plus gagnant que j'ai trouvé.
Génial et après sur les interventions peut-être plus ponctuelles, Ouais. il me semble que tu as aussi toute une facette, de conférence. C'est-à-dire que toi Bien tu sûr. interviens. Tu peux nous en dire un peu, Complètement. plus? Alors, donc là, en effet, tout ce qu'on vient de dire, c'est la partie audit, conseil et de la formation. Je fais aussi des conférences. Hem, je fais 1, 2, 3 conférences par mois, en fonction des besoins. Là, tu vois, on se parle, j'en ai eu, 3 sur les 3 dernières semaines. Hem, soit c'est face à des hôteliers. Ça, c'est presque le plus dur parce que je suis face à mon public, mes pairs, Qui n'est pas caché derrière, qui son n'est portable, exactement, et là, ils sont face à moi. Ouais. Hem, souvent, ce qui m'est demandé, c'est des sujets plus inspirationnels où je vais, raconter des éléments de mon parcours, donner des exemples. Le côté, vision du MOF, ça intéresse aussi beaucoup. Donc amener ça, et quand ce sont pas des hôteliers, et ça m'a beaucoup surpris, j'ai des demandes de plein d'autres secteurs. Par exemple, j'ai eu, des compagnies automobiles, tu vois, de voitures automobiles dans le luxe, OK. qui veulent inspirer leurs vendeurs, des pratiques de l'hospitalité, notamment pour l'accueil dans les concessions automobiles. J'ai fait l'année dernière, en anglais, l'ouverture des jeux olympiques avec le staff, donc avec le personnel des jeux olympiques, pour les motiver et les inspirer, et ça, j'adore ce type de prise de parole parce que, pour le coup, c'est très court, mais en 1 heure et demie, il faut donner un maximum, inspirer, et là, tu peux pas te tromper, quoi. Il faut vraiment, de la première à la dernière minute, envoyer un maximum d'énergie pour que ça fasse cogiter, et on n'est pas dans un objectif de formation où tu leur donnes des clés concrètes, mais plutôt d'inspiration, et c'est eux qui après vont faire ce travail de réflexion. Mais il y a quand même une notion que je trouve assez similaire, en tout cas dans tout ce que tu fais, c'est d'avoir un impact assez direct. Alors qui Clairement. après se matérialise, enfin prenne une forme ou une autre, mais en tout cas d'avoir cet impact-là. Mon KPI, si on peut le dire comme ça, et il est très dur à mesurer, mais j'ai besoin d'avoir de l'impact pour, me sentir utile, hein, déjà, c'est d'abord ça, c'est encore une fois, c'est très égoïste, et parce que je pense que c'est ça qui est efficace dans une entreprise, et l'autre fil conducteur qu'on retrouve dans tout ça, c'est de la transmission. Donc j'ai parlé de ces accompagnements plus ou moins longs, formation et autres, des conférences, et il y a une autre brique dans ce pôle-là, qui est les cours. Je donne aussi des cours en école hôtelière principalement. Hem, donc ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, mais qui va complètement dans cette valeur de transmission, d'être auprès des jeunes qui sont, tu vois, les professionnels de demain, et de leur partager tout ça. De la même manière que moi, j'aurais aimé en école hôtelière avoir des gens comme moi qui venaient, dans l'école pour partager. Ouais, mais je trouve que ça remet aussi c'est important que tu en parles parce que ça remet aussi en perspective, du coup, le podcast dans ta vie Mmh, quotidienne, en fait et on se rend pas forcément compte de ça ouais, et c'est ce qui aussi peut-être, va d'un coup donner un sens que certaines personnes n'avaient pas, sur le fait que c'est tout le reste de ton quotidien qui vient aussi alimenter le podcast. Enfin, je trouve bien que c'est sûr. assez Et puis si on vertueux. parle de business model, c'est que aujourd'hui le podcast arrive à me rémunérer parce que j'ai du sponsoring, j'ai des invités qui payent. Donc en fait, ça me permet de gagner de l'argent pour payer, tiens, Gaël et Déborah dont on a parlé maintenant qu'on les connaît. Tout Hem, va bien, Gaël et tout Déborah. va En bien, plus, on vous va restez jusqu'à continuer. 2030 au moins, donc Voilà, vous êtes il hyper y a bien là. plein d'épisodes, et l'objectif, c'est de continuer de pérenniser cette partie, qu'elle soit financièrement viable pour continuer de la faire grandir. Mais c'est pas là où, entre guillemets, «je gagne le plus d'argent» dans mon business model, c'est ce fameux pôle expertise avec mes accompagnements long terme, et tout doucement l'académie en ligne qui, ça est un vrai outil aussi de développement pour moi pour le futur, et ça me permet de croître. Aujourd'hui, j'ai atteint une limite qui est celle de mon temps et de ma personne. Je peux pas me Ouais. démultiplier, donc tout le pôle expertise, les conférences, en fait, je peux en donner une par semaine, mais c'est difficile de faire plus. Accompagner, 1 ou 2 clients par mois, c'est quand même déjà difficile de faire plus. Donner une centaine d'heures de cours par an, c'est déjà beaucoup, je peux difficilement faire plus. Donc je suis très contraint là-dessus, et donc le pôle académie, là, c'est de la formation en ligne, j'ai digitalisé tout ça, et donc d'un coup, ça me permet de toucher des milliers de Ouais, personnes. ça permet de passer à l'échelle d'un coup et de Exactement. ouais, OK. Tout en gardant cet ADN, et cette valeur forte de transmission. Écoute, génial. Je sais que j'ai, une autre de tes Waouh! invités qui avait une question par rapport à ça, ce qu'on vient de dire, ton organisation, ce qui anime, ton quotidien Mmh. et ça va parfaitement compléter ce qu'on se dit là. La pression, et Est-ce je que m'agite sur ma chaise, je sais pas si ça s'entend dans le Chesterfield, ça fait un peu de alors, bruit. tu vas reconnaître sa voix, mais elle s'appelle Laure, donc je pense, tu vas voir. Écoute, voilà une question que tu pourrais lui poser de ma part. La question est la suivante: Maxime, parmi toutes les missions qui sont les tiennes, quelle est celle que tu préfères? Quelle est celle qui te, eh bien, te provoque le plus de joie, le plus de plaisir? Voilà. Laure Soleilac, Ouais. qui est, donc avocate, ancienne DRH en hôtellerie.
Un vrai coup de cœur d'ailleurs pour Laure aussi, qui s'est fait à travers le podcast, ça fait partie de ces belles histoires. À la suite du podcast, on s'est rencontrés dans un dîner des invités. Laure ne vit pas en France et donc là, elle était en France à Paris, je crois que tu étais là J'étais là, ouais, je l'ai à rencontré. ce dîner et à la suite de quoi, Laure est venue en live avec moi sur LinkedIn, puis sur mon académie pour parler donc aux membres de l'académie. Donc vrai, ouais super échange et plein de beaux liens. Donc j'en ai oublié sa question. Elle voulait savoir ce que tu préférais parmi toutes les missions que tu viens d'évoquer et toutes les activités, OK. si tu devais choisir. Je vais encore faire une réponse de Normand, tu Ah vas non, Maxime, non, j'en ai quand même une petite. je ne Alors, te laisserai pas t'échapper. déjà, ce que j'aime, c'est la variété. C'est-à-dire que j'aurais du mal, je pense, à faire la même chose tous les jours. Le podcast, on a dit, on a l'impression que c'est un gros morceau, mais en fait, ça représente moins d'une journée par semaine. Ouais. La formation, j'adore former, mais j'aimerais pas du tout répéter la même chose. J'aime par contre être avec plein de clients différents et variés. Et un truc qui par contre 100 du temps me procure, du plaisir, c'est le podcast. Mmh. Faut quand même le dire, parce que ce sont des conversations, parce que j'ai l'impression à la fois d'apprendre, de rencontrer, des beaux humains et en plus, de pouvoir transmettre et donc impacter. Donc l'équation un peu parfaite, tu vois? Tu as cet outil éducatif pédagogique. En même temps, pendant que je le fais, je m'éclate. C'est pas un truc contraignant parce que tu vois, comme là, on a une super, conversation et on crée derrière cet actif, ce qu'on a dit aussi, tout à l'heure et ça va rester et si je regarde, hein, et que je prends un vrai gros dézoom, ça va même rester après moi. Et ça, je trouve que c'est juste génial. Donc ça coche absolument toutes les cases, le podcast et je ne sais pas de quoi sera fait Hospitality Insiders dans 5-10 ans ou plus, mais tant que je pourrai continuer ce podcast et cette transmission-là, comptez sur moi pour le faire. Génial, parce qu'on avait des personnes qui s'inquiétaient de la Ah! suite justement, qui se Les voilà sentaient vraiment rassurés. très concernées, Mmh. et il y en a une notamment qui s'appelle Marjolaine, que tu connais bien, une de tes anciennes invitées, Oh là là. qui s'inquiétait de la suite, je crois et donc elle avait une petite question, à te poser. Mon cher Maxime, si tu devais choisir entre vivre au milieu des animaux dans la nature, entouré de tes proches, ou conserver ton métier actuel, que ferais-tu? Ah, elle est dure, hein. Ouais. Marjolaine qui me connaît bien, hem, avec qui on partage aussi beaucoup de choses puisque Marjolaine, je l'ai eu en invitée sur le podcast, mais on a aussi fait des conférences ensemble. Elle fait aussi des interventions sur mon académie et bien sûr, elle est présente, à ces fameux dîners et on partage, notamment cette, valeur forte autour de l'écologie. Hem, donc sa question est terrible. Je vois pas d'ailleurs pourquoi est-ce que je devrais choisir, je trouve ça horrible. Si je devais choisir entre ma famille, des animaux, être en pleine nature, vivre un peu de choses que j'aime et faire du sport. Et de sport, je trouve que oui, Si je mets pas de sport, le choix est plus dur ça marche pas. ou continuer mon activité franchement, heu, je ne sais pas. C'est-à-dire que mon activité amène vraiment du sens à ma vie. Moi, c'est important pour moi, j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, de sentir que, j'amène plus que je prends sur cette terre, tu vois? Il y a vraiment ce truc-là un peu de d'équilibre et de don, qui est essentiel. Donc si j'étais qu'au milieu de la ma famille et des animaux, je m'amuserais beaucoup, mais il me manquerait ce côté-là. Et à l'inverse, de faire que mon métier, je trouve ça génial, mais je le fais aussi pour pouvoir profiter de mes proches, hem, qui eux aussi sont pas éternels et dont j'ai envie, tu vois, avec qui j'ai envie de partager un maximum de choses et si possible dans un environnement nature parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise, d'être en montagne, d'être en mer, de m'éclater là-dedans. Donc franchement, Marjolaine, déjà, c'est pas sympa du tout, cette question. Je vais pas choisir par contre, voilà, pouvoir, combiner un équilibre et j'ose croire que c'est ce que tout doucement je mets en place avec Hospitality Insiders, hem, d'avoir un business qui soit ce qu'on appelle un business lifestyle, tu vois? Qui réponde aussi à mon style de vie. Moi, j'ai envie de pouvoir continuer de partager un maximum à, tous ceux qui ont envie de m'écouter, de me suivre mais qu'en même temps, ça me donne l'opportunité d'être, un sportif accompli, un père, un mari et tu vois, d'être présent pour tous ces gens, auxquels je tiens.
Bah, écoute, c'est une réponse très claire. Mmh. Tu ne t'es pas défié de cette question, Maxime, je suis Bon. très fière de toi. Qu'est-ce que, on arrive à la fin de cet épisode et moi je me demandais, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Parce que quand on fête, un anniversaire comme celui-là, on a envie de te souhaiter plein de belles choses pour la suite et qu'est-ce qui serait le mieux qu'on puisse te souhaiter, Maxime? Waouh! Peut-être de maintenir l'équilibre dans ce bouleversement qui a été cité tout à l'heure, qui est celui d'être papa, où j'ai vraiment pas envie de rater cette partie-là. Je pense que j'ai beaucoup appris, d'hôteliers avec lesquels j'ai pu échanger dans le podcast, mais même bien avant. Je dis hôteliers évidemment, d'autres gens qui ne sont pas hôteliers ont eu ce même problème, mais c'est spécifique chez les hôteliers qui sont très contraints par leur temps, de passer à côté des premières années de leur enfant. Donc j'ai vraiment envie d'être ce papa, très présent, qui va, voir son enfant grandir et à la fois de réussir à maintenir, mon couple, ma vie sportive et de continuer d'avoir un business qui croît. Et donc je pense que, tu vois, si ne serait-ce que dans un an, on faisait un bilan, mon vrai, critère d'évaluation, c'est d'avoir réussi à avoir cet équilibre d'un côté et avoir une activité en croissance, en tout cas la croissance dont j'ai besoin pour pouvoir vivre. Je J'ai pas l'ambition d'être d'une start-up licorne, mais Ouais. tu vois, de pouvoir continuer à croître, apporter et en même temps d'être présent dans le quotidien pour moi et pour mes proches. OK, eh bien, je te prends à charge, on fera l'épisode, Waouh! bilan. Maxime, merci de t'être prêté au jeu de mes questions. J'imagine que tu ne peux pas t'imaginer que je clôture Non. un épisode d'anniversaire sans une petite surprise. Allez, Donc il y a un dernier message que j'aimerais te faire écouter et cette fois-ci, je ne vais pas te dire qui se cache derrière ce message, parce que je pense que tu vas reconnaître la personne et c'est toi qui vas nous la présenter, cette personne. Je te laisse écouter pour clôturer l'épisode. Cher Max, tu sais que d'habitude, je ne suis pas la personne derrière le micro sur ton podcast. Mais dans 2 mois, prépare-toi, ta vie va être secouée par les nuits blanches, les couches et le bonheur, oui, surtout, et le bonheur et les surprises que notre petit garçon va nous apporter. Pour ce 150e épisode un peu spécial, j'ai pensé qu'il était temps de te poser 2 petites questions, histoire de voir si tu es prêt pour cette nouvelle aventure. L'organisation te conditionne. Quelle structure, rythme, routine, rituel, comptes-tu mettre en place pour concilier, exigences professionnelles, besoins sportifs, et présence familiale? Et j'avais une autre question. Quel est le meilleur conseil de mentorat qu'on t'ait donné dans ta carrière et que tu voudrais te souvenir de transmettre à ton fils? waouh, Alors déjà présente-nous cette personne et waouh! qui est? Alors, je sais pas si ça s'entendra, mais tout le monde le verra que je suis très ému. Ouais. C'est mon épouse, Flora. Ça me fait plaisir parce que en effet, on l'entend jamais sur le podcast. Pour, ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une hôtelière évidemment, qui est directrice d'hôtel et qui déteste prendre la parole en public, qui j'ai déjà proposé, de nombreuses fois de venir dans mon podcast. Donc maintenant qu'elle l'a fait, Ouais. je note. Peut-être que je la ferai venir pour le 200e, C'est le qu'on fera cadeau. un épisode, ensemble et ça s'entendra peut-être à son ton, elle aime beaucoup me taquiner et pour ceux qui en doutent, jamais je ne pourrais, dévier de ma trajectoire parce que j'ai un entourage, très solide qui sait me ramener les pieds sur terre, et ça c'est je pense une vraie force et c'est quelque chose qu'elle m'apporte énormément. Donc je pense que sa question était d'ailleurs plus taquine, qu'elle voudrait pas vraiment un business plan, mais je peux quand même le fournir. Donc la première c'était quoi? C'était la productivité, D'ailleurs, c'était un l'organisation? super rebond sur ce que tu avais dit juste avant, parce que visiblement vous êtes super alignés sur les objectifs, mais elle était là: «Bon, bah, comment tu vas faire du coup?» Ouais, en termes d'organisation. Je pense qu'il y avait un côté je pense orga. que c'est un peu en effet ce que j'ai dit. Je veux, garder, cette ambition que j'ai pour mon entreprise, sans oublier que c'est une entreprise lifestyle, donc elle doit être au service de mon perso aussi et me permettre vraiment de continuer de m'éclater, dans le reste. Parce que en fait, quand je m'amuse, c'est aussi là où je suis bon, parce qu'en fait, j'ai cet équilibre. Moi, sans, 3-5 séances de sport, semaine, je pense que je deviens insupportable et d'ailleurs Flora le sait très bien puisqu'elle en est la première victime. Hem Donc elle m'encourage beaucoup dans cette voie-là. Donc de réussir à maintenir cet équilibre-là,
en laissant place à ce bouleversement et pas vouloir tout contrôler. Je pense que ça, c'est une vraie leçon de vie. Peut-être d'ailleurs, comme ça fait la transition, celle que j'aurais envie de transmettre à mon fils, Ouais, que c'est un c'est une fils, super question. qui est le lâcher prise, d'être capable de lâcher prise, tu vois, on peut être très ambitieux, on peut être très rigoureux, on peut, se challenger, mais il y a un moment, il faut être capable aussi de lâcher prise, c'est-à-dire lâcher prise, c'est pas, arrêter de faire, c'est au contraire faire, mais accepter de se concentrer que sur ce qu'on contrôle et là, j'ai un nouvel être qui arrive dans ma vie, il vient me bouleverser et je suis OK avec le fait que ça va amener tout son lot de changements. Que je pourrais pas tout contrôler, que je pourrais pas être aussi productif, que je pourrais pas faire mes 5 séances de sport et c'est comme ça et c'est la vie et je garde mon ambition, je garde ma vision bien au clair aussi, je sais là où j'ai envie d'aller et de temps en temps, voilà, un peu se lâcher la grappe, parce que ça permet aussi, voilà, de mieux rebondir par la suite. Eh ben, génial, je trouve que c'est une, super manière, de terminer. Un grand merci. Tu as eu un cadeau de Flora, ton épouse. Mmh. Il manque quand même une chose à un anniversaire, moi je trouve, qui me paraît assez Oh là là! évidente. Les cadeaux, généralement, on l'a fait un peu dans le désordre, mais ils viennent pas tout seuls. Non mais incroyable. On prend un verre. Déjà, j'avoue qu'entendre la voix de mon épouse, je m'y attendais pas, ça m'a un peu secoué. Mais généralement, un cadeau, Qu'est-ce qui arrive? Je vais faire un unboxing aussi. ça vient avec autre chose. Je te laisse OK. seule. C'est le moment où je dois faire un monologue, pour remercier tous ceux qui sont là depuis 150 épisodes. Je sais qu'il y en a qui ont écouté tous les épisodes. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez écouté, allez, au moins 100 épisodes de ce podcast. Et si on terminait sur une Mmh. image sympa pour le 150e? Incroyable! Joyeux anniversaire Maxime et félicitations pour tes podcasts. Mathilde, merci beaucoup. Excellent, je peux souffler. Tu peux souffler. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.